Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange pour la dernière émission de l'année 2006. Je vous propose de découvrir la vie et l'œuvre d'un homme exceptionnel que l'on a nommé le médecin prophète. Son œuvre et ses écrits sont étudiés depuis plusieurs siècles. Je veux parler de Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Mon invité ce soir est un spécialiste de la vie de cet auteur si particulier. Michel Chemara, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes grand collectionneur de tout ce qui est relatif à Nostradamus, vous êtes également éditeur, vous êtes bibliographe de cet homme. On y reviendra évidemment, mais j'aimerais que, en titre d'introduction, en quelques mots, vous nous disiez ce qui vous a fasciné, ce qui vous fascine toujours dans cet homme Nostradamus. Il y a plusieurs raisons, mais je dirais la principale, c'est plutôt le phénomène Nostradamus qui se perpétue au travers des siècles et puis maintenant qui gagne le monde entier. Donc au départ, c'était ça. Ouais. Et ce phénomène qui a pris naissance en partie à Lyon avec la publication de toute son œuvre dans la ville où j'habite, où je suis né. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant d'analyser et d'essayer de comprendre comment ce phénomène a pu prendre naissance et puis finalement s'accroître d'année en année. Michel Chemara, donc vous allez être notre guide ce soir pour découvrir l'homme que fut Nostradamus et découvrir ses célèbres prophéties, les centuries et puis toutes les facettes de ce personnage ô combien fascinant. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Benedy sur Sud Radio. Michel Chemara, nous allons dérouler cette émission en suivant les pas de la vie de Nostradamus depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais revenons un petit peu sur la première question que je vous ai posée, sur ce qui vous fascine dans l'œuvre de cet homme. Il y a, je crois, deux parties peut-être. Il y a l'homme qui était quand même un penseur exceptionnel et visiblement un bon médecin, un humaniste. Et puis il y a celui qui a écrit les centuries. C'est vraiment deux facettes exceptionnelles d'un personnage qui ne l'est pas moins. Oui, tout à fait. Je pense que, mais comme pour chacun d'entre nous, en tout cas pour les personnes les plus connues qui laissent des traces dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai qu'il y a l'homme, la vie et l'œuvre. En ce qui concerne l'homme, moi je parlerai plus d'un visionnaire, car je crois, et c'est tout été le travail que je mène depuis 30 ans par rapport aux personnages et surtout aux prophéties, c'est de savoir comment ça peut fonctionner depuis pratiquement 5 siècles à travers le monde entier, malgré les moultes traductions ou autres. Donc, c'est vrai qu'il y a un homme aussi, en chair et en os, parce que c'est tellement devenu quelque chose qui nous dépasse les uns les autres, que parfois même, quand je voyage à travers le monde, on met même en doute son existence. Ah bon? Donc, oui, parce que c'est devenu un mythe, le phénomène. Vraiment, ouais. Le phénomène a totalement dépassé l'être humain, et je rappelle donc qu'il est né en 1503, en décembre 1503, à Saint-Rémy-de-Provence, et qu'il est mort en 1566 à Salon de Provence, où se trouve d'ailleurs son tombeau à la collégiale de Saint-Laurent. Oui. Et alors, on va commencer par sa naissance, donc à Saint-Rémy-de-Provence, en 1503. Parlons peut-être pour bien comprendre ce qui va faire Michel de Notre-Dame, c'est sa famille et l'univers dans lequel il est né. Alors, dès le départ, il y a une explication de ce qui va être plus tard. Donc, il naît dans une famille de catholiques qui est fraîchement convertie. Oui, qui était juif avant, oui. C'est une famille juive, du comtat vénessin, installée en Provence depuis de très nombreuses années, sinon depuis plusieurs siècles. Il avait notamment un grand-père, un aïeul, qui était en effet passionné de Kabbale
et d'histoire, Bible juive et autres. Et donc il va vivre dans cet univers. Mais très rapidement, en effet, donc la famille va se convertir au catholicisme, mais il gardera, je pense, toute sa vie cette synthèse des trois religions monothéistes, qu'elles soient juives, musulmanes ou chrétiennes. Et moi qui travaille aussi sur, là j'ouvre une grande parenthèse, sur la bibliothèque de Nostradamus, qu'il a détruite. Et donc ce qui m'intéresse aussi, c'était ses influences littéraires, livresques, les rencontres qu'il a pu faire à Agen ou à Lyon ou ailleurs. Bref, donc ce qui est important en effet, parce qu'on me pose souvent la question, je pense que c'est valable aussi pour chacun d'entre nous, lorsqu'on se met à écrire, on subit des influences par rapport évidemment à sa famille et puis aussi par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Alors dans une période excessivement troublée, parce que vous l'avez dit, je l'ai dit, il est né en 1503, donc après, différentes pérégrinations. C'est quelqu'un qui va beaucoup bouger, qui va avoir beaucoup de problèmes avec ses différentes femmes. Il va perdre sa première femme, il va perdre ses premiers enfants, il va se marier à plusieurs reprises, il va avoir plusieurs enfants, il va beaucoup voyager en effet à travers ce dont on est sûr, c'est en France. Ce dont on est un peu moins sûr, c'est à travers l'Europe. Mais il y a des choses qui sont incontournables. C'est vrai, par exemple, c'est les études pour devenir médecin à la faculté de Montpellier, où il rencontre entre autres Rabelais, qui va retrouver plus tard à l'Hôtel-Dieu de Lyon, où ils seront tous les deux médecins, où tous les deux d'ailleurs vont laisser un souvenir un peu, un peu discutable, parce que c'est vrai que l'idée qu'on a de la médecine aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de la Renaissance, où il y avait un mélange d'abord de pharmacie, de pharmacologie, l'étude bien sûr des astres, parce que entre astrologues, astrophiles, prophètes, tout ça se confond un peu, et c'est vrai qu'on est aujourd'hui on raisonne comme des gens du XXIe siècle, avec beaucoup de rationalité, mais à l'époque, les choses étaient beaucoup plus diverses et beaucoup plus fragiles. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui était toujours à la limite, par ses origines qu'on vient d'évoquer, notamment religieuses et autres, et par ce goût très 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 rapide, de vouloir envisager l'avenir, et donc tout ça dans une période entre deux guerres de religion où les catholiques, bien sûr, ne supportaient pas tout ce qui pouvait être du domaine de l'astrologie. Oui. Et alors, ce qu'il faut bien mettre en lumière également, c'est que à cette époque-là, avoir une telle ouverture d'esprit, surtout religieuse, intellectuelle, est quand même assez rare et dangereux. Ah ben tout à fait, oui. C'est très dangereux. Oui. Je veux dire, il y avait la religion d'État, qui était en général celle des gouvernants de l'époque, du roi ou de la reine de France, en tout cas de la famille royale, et tous ceux, alors évidemment avec la guerre entre les protestants et les catholiques, et je veux dire, je répète, dès qu'on voulait s'amuser, entre guillemets, à vouloir prophétiser l'avenir, je veux dire, on était taxé de sorcellerie très rapidement, et il sera obligé de quitter très rapidement Salon de Provence, où il était venu s'établir, parce que finalement il va rester très peu de temps à Saint-Rémy, et donc il va être obligé de quitter la ville, parce qu'en effet il aura une réputation qu'on dit qu'il sentait le fagot, le fameux fagot, pour le bûcher, qui sous-entend les bûchers qui servaient à brûler les sorciers et les sorcières. Ouais. Et alors est-ce qu'on a une idée de son adolescence? Comment est-ce qu'il était jeune homme? Ce qui fait qu'il est allé vers la médecine. C'est un esprit curieux, un esprit chercheur déjà, qui fait qu'il va aller à Montpellier pour suivre des cours de médecine et devenir médecin. Alors c'est vrai qu'à l'époque, vouloir devenir médecin, c'était une forme d'ouverture sur le monde et comme je l'ai dit, aussi sur des choses qui n'étaient pas tout à fait stabilisées. C'est vrai qu'entre l'astronomie et l'astrologie, les choses se confondaient.
C'était aussi parce que bon, Salon de Provence, salon en croc, comme on disait à l'époque, était toute petite, pas un petit village, mais une toute petite ville, et donc c'est vrai que il avait besoin de perfectionner son corpus, je dirais, intellectuel et scientifique. Et c'est vrai que la faculté de médecine de Montpellier, qui est la plus ancienne de France, puisqu'elle a été créée au XIVe siècle, il pouvait aussi avoir accès à tout un tas de manuscrits, de courants intellectuels, bien sûr, de courants de rencontres. Il rencontre Guillaume Rondelet, il avait rencontré Scaliger à Agen, etc. Bref, donc il savait qu'il ça allait lui permettre de constituer une espèce de corpus intellectuel et scientifique qui vont beaucoup l'aider plus tard à rédiger ces différents textes, parce que tout le monde parle bien sûr des prophéties ou des centuries, mais il a écrit un ouvrage en 1557 qui s'appelle La paraphrase de Galien, où justement il est assez critique sur la médecine de l'époque. Oui. Et il est aussi, surtout, et on l'oublie souvent, il est l'auteur d'un traité des fardements et des confitures. Voilà. Oui, on en parlera longuement tout à l'heure. Ah oui, tout à fait, parce que ça, c'est tout à fait passionnant. Il a beaucoup écrit, hein. Oui et non, c'est-à-dire que bon, chaque année, il commence dans les années 1550, fin 1540, début 1550, à publier d'abord un almanach chaque année pour l'année qui va suivre. C'est d'abord comme ça qu'il va se faire connaître et qui va expérimenter son don de prédiction. Et plus tard, en effet, il va les réunir et ça va devenir d'abord en 1555, puis en 1557, et plus tard, 2 ans après sa mort, en 1568. Tout ça, ça se passe à Lyon, ce qui va devenir les prophéties. Donc, en dehors des almanachs annuels, des prophéties, il y a le traité des fardements et des confitures, et puis la paraphrase de Galien. Donc c'est une œuvre relativement peu importante, mais évidemment qui résonne énormément maintenant, pratiquement 5 siècles après. Oui, il est parti, il s'est établi notamment à Agen. On va y revenir dans quelques minutes. Vous nous le disiez en introduction, il a beaucoup arpenté la France et on a moins de preuves, mais l'Europe. Pourquoi allait-il comme ça, partait-il? Bon, pour Agen, on sait qu'il a eu des problèmes, Toulouse aussi, mais ça n'a pas été à chaque fois ça. C'était un itinérant? Je pense que quand on est justement, et d'ailleurs il le dit, je crois en préface dans ses prophéties, que vouloir pronostiquer ces choses redoutables. Donc je pense qu'il avait besoin de prendre du recul, prendre, je dirais, de l'altitude au niveau intellectuel. Donc en effet, cette itinérance est tout à fait dans l'esprit de quelqu'un qui sait qu'il va produire une œuvre intellectuelle qui va être redoutable. Donc c'est vrai que cette itinérance, alors il y a 2 choses, hein, je l'ai dit tout à l'heure, en effet il a eu des gros problèmes de famille, mais c'est vrai qu'à l'époque les gens disparaissaient très tôt, notamment les enfants. Les parents perdaient très rapidement leurs propres enfants. Bref, donc il était à la fois confronté au quotidien, d'où ces différents mariages et ces différents enfants, et en même temps il devait prendre énormément de recul pour se ressaisir et s'occuper uniquement de son travail, car je pense qu'il savait très très bien ce qu'il faisait et il savait très très bien quel allait être l'impact de ce qu'il a rédigé et ce qu'il a publié à Lyon pour la première fois en 1555. Oui. Michel Chemara, nous faisons une première pause. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer à suivre les traces de la vie de Nostradamus et de ses différents écrits. Tout à l'heure, on parlera évidemment des prophéties, mais je veux d'abord que l'on s'intéresse à la vie de l'homme qui va nous éclairer justement sur les différentes facettes de cet être exceptionnel. Sur Sud Radio, à tout de suite. Des aventuriers de l'étrange,
avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Mon invité ce soir pour découvrir les différentes facettes d'un homme exceptionnel qu'était Nostradamus. Il s'agit de Michel Chemara, qui est collectionneur de tout ce qui est relatif à Nostradamus, qui est éditeur, bibliographe, tout autour de Nostradamus, bien entendu. Michel Chemara, parlons, si vous le voulez bien, de la période agenaise de Michel de Nostredame. Il y arrive quand, en suivant la Garonne? Alors, d'abord, il part très jeune à Avignon pour obtenir son diplôme de bachelier. Oui. Après, il quitte donc cette université d'Avignon après pratiquement un an à cause de la peste, puisque là aussi, j'ai oublié de dire la troisième dimension qui explique l'itinérance, c'est qu'en même temps, notre pays était traversé par des maladies, des épidémies de peste qui étaient redoutables. Vous rentriez dans une ville ou un village, la moitié ou les trois quarts des personnes étaient mortes et certains n'étaient même pas encore enterrés. Donc après Avignon, en effet, donc on l'a dit tout à l'heure, il s'inscrit à Montpellier, oui. Et il va arriver en 1531, il va se marier avec la fille d'un notable d'Agen, voilà, qui lui donnera 2 enfants et donc en 1533, donc 2 ans après son arrivée à Agen, il va pratiquer la médecine, ce qu'on dirait aujourd'hui un médecin de famille, la médecine générale, donc à domicile. Voilà. Où il va d'ailleurs avoir une excellente réputation, ça va bien se passer au départ. Oui, ça va bien se passer, et c'est là qu'il va rencontrer entre autres Jules César Scaliger, un Italien qui était installé donc à Toulouse, un très très grand érudit de la Renaissance, pétri de culture à la fois grecque et latine, c'est la Renaissance, c'est ça, c'est aussi le retour au texte de base de la culture gréco-latine. Oui. Voilà. Et alors, raconte-nous un petit peu cette vie à Agen. Il est médecin de famille, tout se passe bien, mais on ne sait pas grand-chose. Enfin si, mais il y a des zones d'ombre, notamment sur sa famille et le drame qu'il va vivre après. Oui, parce que son épouse et ses 2 enfants vont mourir justement lors d'une épidémie de peste qui ravage la ville. Et puis il y aura aussi l'Inquisition qui est basée. L'Inquisition, on l'oublie un peu, pratiquement pour toute la France, est basée. Le grand inquisiteur est à Toulouse. Donc très rapidement, il est au courant de ce qui la réputation de Nostradamus est déjà pratiquement faite, assurée, alors qu'il n'a pas encore publié quoi que ce soit. Mais c'est vrai que le bouche à oreille va faire beaucoup pour sa notoriété. Sa notoriété. Oui. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est la peste, la disparition pratiquement de sa famille qui vont l'obliger à quitter la ville. Et après, donc, c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce qu'il va entre 1540 et 1545, en gros, il parcourt toute la France et il va rencontrer en effet différentes personnes plus ou moins connues. On le voit à Lyon, à Vienne, à Valence, à Marseille, à Aix-en-Provence, à Arles, etc. Et là, chaque fois, il est appelé par rapport aux épidémies de peste. Il est à l'époque, c'est pas encore le prophète ou l'astrologue qui va devenir connu dans le monde entier. C'est d'abord un médecin qui soigne la peste. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Et les traces que nous avons, parce que on en a peu quand même sur sa vie jusqu'à la période où il va être vraiment astrologue de la cour de France, à partir du moment où il va publier sa première édition, donc en 1555. Entre sa naissance, les passages à Avignon, à Toulouse, à Agen, etc., sont quand même peu attestés. Il faut le reconnaître. Ce qui est quand même les 2 tiers de sa vie, de 1503 à 1555, alors qu'il est mort en 1566. C'est vrai que ça fait... Alors, par exemple, on sait qu'en 1546, il vient à Aix-en-Provence pour expérimenter différents remèdes contre la peste.
Alors, on a des traces plus ou moins manuscrites de ces travaux sur la peste, mais et ça n'a jamais fait l'objet d'un traité à part. Hein. Alors, on trouvera des allusions dans le traité des ferments et des confitures, parce que sous un nom comme ça un peu léger. Un peu léger, oui, futile et frivole presque. Oui, en réalité, c'est là où on voit toute la complexité, le lien entre la pharmacologie ou la pharmacopée de l'époque, l'alchimie et les soins, que ce soit les soins pour le corps, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit sur extérieur, notamment les fardements, c'est les maquillages pour nos chères épouses. Tout à fait. Michel Chemara, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ce problème de la peste qui faisait des ravages à cette époque-là. Peut-être pouvez-vous nous resituer dans le contexte. On n'avait rien pour lutter contre la peste, si ce n'est les prières, finalement, à cette époque-là, au départ. Oui, tout à fait, mais bon, la peste, elle était générale dans le royaume, en dehors des prières. Elle était porteuse évidemment, elle était amenée soi-disant par les rats, etc., etc. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'hygiène, hein, il n'y avait pas d'hygiène. La religion face à ce drame, à cette catastrophe, on a profité via l'Inquisition pour dire que tout ça c'était le produit de sorciers ou de sorcières. Et là, on revient en effet à Nostradamus, qui a beaucoup risqué pour sa propre vie, hein, parce que lui, il se disait médecin, ce qui est vrai, mais en même temps, s'il obtenait des résultats, on pensait... C'était suspect. Bien sûr, ça devenait très suspect face à une église toute puissante qui régissait autant bien le temporel que le spirituel. Donc voilà, la peste, ce sera bien plus tard qu'on commencera à l'enrayer. Je rappelle qu'au XVIIIe siècle, à Marseille, il y a eu une épidémie de peste qui a été terrifiante. Hein, Où était Nostradamus d'ailleurs? Oui, à Marseille. Oui, mais là, donc pour vous dire que la peste, là, on passe du XVIe au XVIIIe siècle, pour vous dire que, parce qu'on parle toujours des épidémies de peste à la Renaissance, mais pendant des siècles, elle a poursuivi ses ravages, et c'était une espèce de maladie que certains disaient divine, et qui était tellement terrifiante parce qu'elle touchait des familles entières, elle décimait des villes entières, et donc ça pouvait être que l'œuvre de Dieu. Et donc face à ça, qu'un médecin rationnel puisse essayer avec les moyens du bord de l'époque, essayer de sauver quelques vies, ça pouvait être que du surnaturel, et donc très lié à la sorcellerie ou à l'alchimie. Oui, mais je suppose que les médecins n'étaient pas légion pour aller soigner ceux qui étaient frappés par la peste, parce que eux aussi n'étaient pas à l'abri finalement. Ah ben non, il y avait. C'était quand même, fallait dire oui, enfin il fallait y aller quoi. Tout à fait, oui. Bien sûr qu'ils n'étaient pas immunisés contre la peste. Hein. Il n'y avait pas de vaccin. Il y avait mais je pense que on l'explique un peu maintenant. Il y aurait eu des bases de ce qui est l'hygiène aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu enrayer plus facilement la peste. Mais bon, on était dans un. Faut pas oublier qu'il y avait aussi les guerres civiles. Il y avait la guerre civile. Il y avait des guerres. Tout le royaume était parcouru par des hordes de brigands, tout ça dans l'anarchie la plus générale. Je veux dire, c'est très difficile d'être rationnel et de dire bon, on va traiter tel problème à telle heure, tel jour, quartier par quartier. Tout ça, c'était dans une espèce de chaos généralisé, et ça se passait de ville en ville, quoi. Donc, d'ailleurs, quand on fait l'itinérance de Nostradamus, c'est carrément une carte de la peste en France à cette époque. Alors, pour conclure la parenthèse à Genèse où il est resté de 1533 à 1539, il y a eu des écrits, des rumeurs comme quoi la famille de Nostradamus, donc sa femme et ses enfants qui sont morts, ce qui fait qu'il est parti, ne seraient pas morts forcément de la peste. Vous en avez entendu parler ?
ma position, elle est, je ne parle que de ce que l'on peut attester. Voilà, tout à fait. Non, parce qu'alors, évidemment, à partir du moment, moi, je vois pas pourquoi on pourrait remettre. C'était très fréquent de perdre sa femme et ses enfants. Je veux dire, bon, c'est pas propre à Nostradamus, c'est propre à beaucoup de familles. Mais ce que vous savez peut-être pas, par contre, est-ce que vous savez alors je sais plus si je crois que c'est à l'Académie ou à la Société d'Histoire d'Agen, on conserve un os de Nostradamus. Ça, je sais pas si vous le savez. Ah bon? Ah non? Non. Oui, parce que ça, on anticipe peut-être sur la fin de notre rencontre. C'est que donc je l'ai dit tout à l'heure, la tombe de Nostradamus, c'est-à-dire l'épitaphe de Nostradamus se trouve à la collégiale Saint-Laurent à Salon-de-Provence, mais cette tombe a été violée avant où elle se trouvait dans un couvent des Cordeliers où a été enterré Nostradamus en 1566, et lors de la Révolution, la tombe a été violée. Après, des gens se sont partagés les os, etc. Bon, rien que ça, c'est déjà, on est dans le merveilleux, on est dans l'incroyable, etc. Et il y a eu une dispersion des restes de Nostradamus. Et on ne sait plus d'ailleurs pourquoi, mais je crois que c'est un Salonnais qui était plus ou moins érudit. En tout cas, il se trouve qu'à Agen, on conserve, alors je ne sais plus quelle est la partie, c'est un fémur ou autre de Nostradamus, mais qui est tout à fait, oui, et donc c'est hyper intéressant parce que, vous savez qu'on travaille beaucoup maintenant sur l'ADN, et on parle tout à fait, d'espèces de reconstitution, et au jour d'aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, de la tombe, entre guillemets, la nouvelle tombe qui se trouve depuis la Révolution à la collégiale Saint-Laurent, mais c'est l'une des seules traces assurées, attestées des restes de Nostradamus. Voilà. Donc, alors je ne sais pas, pour revenir à votre question, sa femme et ses enfants, s'ils sont morts de quelle façon, en tout cas, mais il les a perdus en tout cas, ça c'est un oui, ça c'est sûr, et qu'il va se remarier. Voilà. D'accord. Vous restez avec nous, Michel Chomara. Une pause et on se retrouve pour parler de ce livre qui est, vous l'avez dit, un titre peut-être léger et frivole, mais qui a une vraie profondeur, Le traité des fardements et des confitures, écrit par Michel de Notre-Dame, Nostradamus. À tout de suite. Oui. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons de Nostradamus pour cette dernière émission de l'année 2006. Nous parlerons évidemment des prophéties de Nostradamus, car c'est pour cela que son nom a franchi les frontières françaises, européennes et mondiales. Michel Chomara, donc, qui est bibliographe, qui est collectionneur, éditeur concernant Nostradamus, est mon invité. Revenons juste sur une petite précision. Cet os se trouverait où, donc, à Agen? Je crois qu'il est à la société, comment on appelle ça, l'Académie des Belles-Arts, et Sciences d'Agen. D'accord. Voilà. Et ils savent ce qu'ils ont, évidemment. Enfin, je veux dire, tout c'est à du fait, répertorié. Oui. Ça fait partie, vous savez, les académies provinciales sous l'Ancien Régime constituaient ce qu'on appelle des cabinets de curiosité. On trouvait à la fois des monstres entre guillemets dans des bocaux de formol, on trouvait et l'os de Nostradamus on trouvait des médailles, on trouvait et c'est tout, ça se comprend tout à fait. Et comme les académies et les sociétés savantes échangeaient entre elles, se rencontraient, il y avait tout un foyer intellectuel et culturel à travers donc toute la province française, et donc il y avait des échanges et les gens bougeaient, et donc c'est quelqu'un de Salon ou quelqu'un d'Agen, de passage à Salon, qui a récupéré l'un des os de Nostradamus. Je pense que c'était au moment de la profanation de la tombe, au moment de la Révolution. Oui. Vous vous rendez compte, il y a de quoi écrire un scénario tout à fait passionnant et reprendre l'ADN et reconstruire Nostradamus pour qu'il revienne nous expliquer ses centuries. Moi, je veux pas trop en dire, mais je sais que certaines personnes y songent, c'est tout ce que je peux dire. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plusieurs personnes en France qui ont fait ce travail par rapport à des personnages clés de la Renaissance. Je sais que il y a des projets vis-à-vis de Nostradamus, mais bon, moi personnellement, disons que ça m'intéresse sans plus. C'est-à-dire, le projet consiste en quoi? Éclairez-nous là. C'est réunir les restes de Nostradamus, c'est ça? Je sais
en partant de l'ADN, en faisant un mixte avec les différentes gravures qu'on a de l'époque, essayer de reconstituer physiquement une image physique. L'aspect de la personne. Mais moi, je suis pas du tout spécialiste de l'ADN et je suis pas du tout dans la médecine légale, mais je sais qu'en partant de peu d'éléments, maintenant on arrive à reconstruire. Oui, comme on a fait pour les hommes préhistoriques. Voilà, etc. On reconstruit une espèce de visage, de corpulence, etc. Ouais. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes en France et à l'étranger qui travaillent là-dessus, et je sais qu'il y a plusieurs personnages clés de l'histoire de France. Il y a eu déjà des travaux là-dessus en partant de quelques restes éparpillés par-ci par-là. Bon, alors parlons de ce. On suit cette affaire. Enfin, vous nous prévenez s'il y a quelque chose. Mais bon, c'est anecdotique finalement. C'est pas. Ce qui est plus intéressant, c'est l'écrit. Oui, moi je pense que l'œuvre, c'est l'œuvre comme support sociologique qui me paraît en effet hyper intéressant. Ah, complètement. Alors, Michel Chemara, parlons de ce livre, Le traité des fardements et des confitures, au titre si futile, si léger, et pourtant livre important. Il l'a écrit quand, avec quelle intention, et puis après, vous nous ferez rentrer dans ce livre précisément. Bon, il a été publié la première fois, puisque comme pour les prophéties, il y a différentes éditions de ce livre. Il a été publié à Lyon en 1552. Donc, un peu avant la première édition des prophéties. Alors, si on le lit comme ça, c'est sur le parcours à la première... de manière superficielle, comme ça. Oui, ou disons sans arrière-pensée. Alors c'est difficile de pas d'avoir d'arrière-pensée quand on lit Nostradamus. Tout ça est très léger, en effet, notamment la partie confiture. Je vous signale d'ailleurs que plusieurs pâtissiers, notamment de Salon de Provence, ont fabriqué les différentes confitures de Nostradamus telles qu'elles sont écrites dans son traité. Et elles sont bonnes ? Elles sont hyper sucrées. Bon, mais ça c'est la première lecture, très rapide, première vision. Après, on va dans des choses un peu plus complexes, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'est-ce que voulait faire Nostradamus. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on était... Parce que médecin, on était en même temps apothicaire. Hein. Les études à Montpellier, on faisait les deux. Hein. On était à la fois pharmacien et médecin. Alors après, on rentre dans les fameuses discussions, l'influence de l'alchimiste, essayer... Alors, pour revenir au traité des fardements des confitures, on trouve énormément de choses. On trouve même l'ancêtre du Viagra, filtre d'amour. Alors, autant j'ai expérimenté les confitures, j'ai pas encore expérimenté le filtre d'amour. J'en ai pas besoin pour le moment, mais donc... mais enfin, il en a trouvé un, visiblement, quoi. Enfin, oui. Donc c'est un... Comme vous dites, sous l'aspect un peu léger du titre, les fardements et les confitures, je pense que c'est plus proche de la médecine que uniquement un ensemble de recettes de cuisine. Mais c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, y compris de nos jours, du reste. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été traduit en allemand, en italien, du vivant de Nostradamus, et que c'était un livre vraiment de cuisine. Pourquoi je dis ça ? Parce que la ville de Lyon, la bibliothèque de Lyon en a acheté un. Les exemplaires aujourd'hui sont très rares, et pour cause, puisqu'ils n'étaient pas appelés à être conservés. Et donc l'exemplaire de la bibliothèque de Lyon, il a été énormément manipulé par des cuisiniers, des cuisinières, des hommes et des femmes qui voulaient expérimenter les recettes. Et donc il est très usagé, et entre autres il lui manque une page. La plupart des exemplaires qui nous proviennent jusqu'à nos jours sont souvent incomplets, parce que les gens déchiraient la page et la mettaient au-dessus de la casserole. Voilà, pour faire tout à fait, oui. Donc recette, parce que je pense que vu la réputation qu'il avait à cette époque, Nostradamus, les gens devaient se demander, au-delà de la confiture comme ça, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir. Mais c'est un livre de médecine. C'est considéré, d'ailleurs, dans toutes les bibliographies médicales, on met le traité des fardements et des confitures de Nostradamus, puisque là, on voit bien le côté, j'irais plus le côté, bien sûr, médecin, pharmacien, apothicaire, voire peut-être alchimiste. Mais alors là, on rentre en effet dans toute...
le Nostradamus sulfureux qui plaît à beaucoup de gens, quoi. Je veux dire, même les choses qui peuvent pas. Moi, à l'époque, c'est courant, quoi. Je veux dire, évidemment, aujourd'hui, on fait des études soit de pharmacie, soit de médecine, et bien sûr, on fait pas de l'alchimie. À l'époque, tout ça, en plus, en scrutant les astres, l'astronomie, l'astrologie, c'est un corpus générique. Oui. Voilà. Mais disons que en ce qui concerne Nostradamus, à cette époque-là, à la Renaissance, il n'est pas impossible qu'il ait été intellectuellement intéressé par l'alchimie, bien sûr. Il était astrologue déjà. Oui, en plus, bon, quand on connaît un peu ses lectures, puisqu'il y a quelques livres qui ont échappé, alors ça va vous plaire. Non, on a parlé des os, en tout cas des restes du corps de Nostradamus, mais il se trouve qu'il y a quelques livres qui ont appartenu à Nostradamus qui ont échappé au feu, parce que il le dit dans la préface à son fils César, dans l'édition de ses prophéties. Il dit qu'en effet, c'est tenter le diable, quoi, de faire ce qu'il va faire. Mais il dit entre autres qu'il a brûlé toute sa bibliothèque. D'ailleurs, que ça a provoqué des lueurs, des flammes de différentes couleurs. Moi, j'ai fait toute une étude là-dessus parce que donc ça sous-entend que c'était plutôt la pigmentation des manuscrits qui devaient être plus ou moins enluminés et lorsqu'ils brûlaient, dégageaient peut-être des flammes colorées. Et donc, il y a plusieurs livres qui ont échappé. En tout cas, La Bibliothèque de Lyon, entre autres. Nous avons un de ces livres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui l'auteur s'appelle Al-Kabisius, qui est un astrologue arabe, et donc qui a sans doute énormément influencé Nostradamus, puisque c'est un livre qui est beaucoup antérieur, bien sûr, à la publication des prophéties. Et donc, on retrouve, on l'a dit tout à l'heure aussi, une espèce de mixte entre les différentes religions et aussi un mixte entre les différentes sciences. Et donc, je pense, moi, le génie de Nostradamus, c'est qu'il a pu faire la synthèse de tout ça. Et moi, je pense, en effet, si ça marche dans le monde entier, c'est que c'est ça son génie. C'est cet esprit de synthèse, cette volonté de synthèse, qui est pas évident, parce qu'en général, on parle, sans jeu de mots, uniquement pour sa propre chapelle. Oui. Si on est catholique, on parle pour les catholiques ou pour les chrétiens, ainsi de suite. Lui, il est au-dessus. Alors, c'est vrai que je viens de parler de cette littérature, des textes qui viennent de la culture arabe. Lui-même, donc sa famille, il y avait des ascendances juives. Il est devenu catholique. Etc. Et même pas au niveau, en effet, de ses influences par rapport à l'aspect médecin, là aussi, on trouve en effet une synthèse. Et je pense que dans le traité des confitures, un peu comme pour les prophéties, il y a peut-être plusieurs façons de lire ces différents textes. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a aussi, j'ai oublié peut-être le principal, c'est aussi un poète. Hein. N'oublions pas que le français le français tel qu'on le parle aujourd'hui commence à se stabiliser, et donc c'est aussi les quatrains de Nostradamus. Donc un quatrain c'est 4 vers, une centurie c'est égal 100 quatrains. Hein. Prophétie ou centurie, c'est la même chose. Et je veux dire, quand on lit certains quatrains de Nostradamus, c'est de la très belle poésie, quoi. Je veux dire, donc tout est réuni dans le fond comme dans la forme, pour que ça plaise d'abord à un public français à l'époque, et après ça va conquérir le monde entier via et malgré les traductions différentes. Alors, vous allez nous expliquer un mot important dans la vie de Nostradamus, la pronostication. Une pronostication, c'est quoi ? C'est pronostiquer, c'est prévoir, tout simplement, parce que prévoir, prédiction, pronostication, c'est les mêmes origines, c'est anticiper le futur. Donc c'est l'ancêtre du calendrier des postes. Hein. L'almanach ? Oui, l'almanach, les almanachs aux pronostications, c'est la même chose. D'ailleurs, Nostradamus, des fois, ça s'appelait almanach. Selon les années, par exemple, le dernier almanach, celui pour 466, l'année où il va mourir, c'est un almanach, c'est plus une pronostication. Mais ça, peu importe, c'est
prévoir, je dirais plutôt envisager l'avenir, en tout cas l'année qui va suivre, l'année à venir. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que quand on rentre dans le contenu, il y a beaucoup de généralités. D'ailleurs, depuis, il y a toujours eu beaucoup de généralités, y compris dans les différents almanachs ou calendriers de la Poste. Mais c'est vrai que dans le calendrier de la Poste aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de volonté de pronostiquer. Il vaut mieux, à mon avis. Mais c'est vrai qu'en plus, on a peu d'éléments. En tout cas, on en a au niveau historique, mais au niveau climatique, on en a très peu pour voir essayer de comparer ce qu'annonçait Nostradamus. Ouais. Mais quand on rentre, ce qui est le cas, alors. Là aussi, ça devient très compliqué. Les almanachs de Nostradamus ou pronostications de Nostradamus n'étaient pas appelés pour être conservés, puisque c'était imprimé sur un mauvais papier. Ça devait durer. Juste l'année qui concernait. C'était manipulé par les personnes, et donc on en a très très peu d'exemplaires. Quand on en connaît un. On a l'apparition découvert dans les plats de reliure, les reliures de livres. Ça servait à rembourrer les couvertures. Oui, d'accord. Donc tout ça, c'est très très parcellaire, c'est très fragmentaire. Parce que c'est vrai que quand on travaille comme moi depuis 30 ans par rapport à Nostradamus, je veux dire, il faut y consacrer un temps fou, quoi, parce que il nous reste très peu de choses. Alors, ça se présente comment, un almanach ou une pronostication pour une année entière? Ça se présentait comment quand il les écrivait? Enfin, quand on le feuilletait, il y avait une page où il y avait plusieurs jours. Voilà, il y a les différents mois. Alors, il y avait un mélange entre le calendrier et bien sûr les signes du zodiaque, etc. Ouais. Et il y avait souvent au départ des fois des généralités concernant la vie politique. En général, il y avait une dédicace au roi ou reine de France ou un seigneur. Par exemple, on a l'almanach pour 1557 où il le dédie à un seigneur lyonnais qui s'appelle Guillaume de Gadagne qui l'a hébergé l'année précédente. Et donc en 1557, c'est hyper important puisque c'est la deuxième édition des prophéties. Ouais. Bref, au début, il y a une dédicace à un puissant ou à une puissante. Après, il y a c'est divisé par saison, souvent par saison, avec des généralités à la fois politiques et climatiques, astrologiques. Et après, on retrouve le calendrier en 12 mois. Voilà, avec les lunes, etc. Et parfois les marées. Mais tout ça, c'est très archaïque. Hein. C'est très... je pense que moi, j'ai oublié aussi une chose, de dire Nostradamus, c'est aussi un écrivain de littérature populaire. Les almanachs, c'était des choses qui étaient éditées à des milliers d'exemplaires. C'était diffusé par des colporteurs, comme les prophéties par la suite. Donc, faut pas oublier cet aspect-là de Nostradamus. C'est un auteur de littérature populaire. Pourquoi je dis ça? Donc, les choses sont pas très précises, quoi. Alors aussi, il y avait les faux almanachs. Là, on commence parce que chaque fois qu'on avance dans Nostradamus, qu'on essaye de faire depuis quelques instants, on s'aperçoit que c'est toujours plus compliqué parce qu'il y a eu des faux almanachs et des faux Nostradamus. Il y avait par exemple Archidamus, il y avait des almanachs signés Archidamus, ou alors le fils de Nostradamus, etc. Parce qu'après, c'est devenu un tel succès, comme aujourd'hui, vous aviez plein de contrefaçons. Ouais. Michel Chemara, une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques instants pour cette fois-ci entrer de plein pied dans les centuries et on continuera puisque là vous avez dit le traité des fardements et des confitures c'était en 1552. La publication des premières centuries c'était en quelle année? En 1555, c'est ça? Voilà, c'est ça. En 1555, donc on va y revenir et ensuite là ça va être l'envol vraiment de Nostradamus. Il sera reçu à la cour du roi de France. On en parlera, Catherine de Médicis également, et d'autres grands seigneurs, grands du royaume, l'approcheront. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédit sur Sud Radio. Et mon invité, Michel Chemara, grand spécialiste de Michel de Notre-Dame, Nostradamus, pour suivre le parcours historique extraordinaire de cet homme qui a été médecin, qui était astrologue, qui était prophète également. On peut utiliser le terme de prophète, d'après vous, Michel Chemara, en parlant de Nostradamus?
Quand on dit prophétie, ça sous-entend un prophète. Et moi, prophétiser, moi je le revendique, en tout cas je la colle au nom de Nostradamus. Parce que astrologue, astronome sont des choses, à mon avis, qui sont plus de l'ordre scientifique. Prophétiser, c'est une dimension bien sûr universaliste, universelle pour le monde entier et pour jusqu'à la fin de l'humanité, quoi. Donc non, d'ailleurs prophétie, c'est les prophéties, hein. C'est les prophéties de Michel Nostradamus. Donc qui dit prophétie dit derrière, et c'est lui qui a donné ce nom, hein. Donc ça veut bien dire c'est le travail, c'est la production d'un prophète. Ouais. Alors, parlons donc des centuries, c'est ce qui a fait que le nom de Nostradamus fait depuis des siècles le tour de la planète. Première édition des centuries, 1555, à Lyon, hein, c'est publié à Lyon, où vous résidez. Vous êtes avec nous en direct d'ailleurs depuis Lyon. Alors, d'abord, ça se présente comment? En quoi est-ce que ça consiste? Expliquez-nous ça. Physiquement, oui, c'est alors c'est tout petit, hein, contrairement à ce que l'on croit. C'est un livre de poche, vraiment. Oui, tout à fait. Donc la première édition de 1555, elle est dédiée à son fils César. Donc on voit bien qu'il se projette déjà. Son fils César, qui va plus tard être l'auteur d'une histoire de Provence. Hein. Ça va devenir, et d'ailleurs ses frères vont être aussi des Provençaux, des auteurs provençaux très importants. Par exemple, l'un de ses frères, Nostradamus, va publier un ouvrage sur les poètes provençaux. Bref, pour revenir à la première édition des prophéties de Nostradamus, donc au départ il y a donc la dédicace à son fils César, et après il va y avoir dans la première édition uniquement les 3 premières centuries complètes, la première, la deuxième, la troisième, donc ça fait 304.1 et 53.4.1 pour la quatrième. Donc la première édition est très incomplète, il n'y a que 353.4.1. Je vous signale qu'aujourd'hui il y a certains exégètes ou interprètes dont je tairai le nom, mais tout le monde verra de qui je parle, qui travaillent sur plus de 1004.1, parce que plus on avance dans le temps, on soi-disant on retrouve des 4.1, il y a des faux 4.1 qu'on rajoute, et ainsi de suite. D'accord, oui. Ah, ça c'est constant c'est ça qui est passionnant dans je dirais le phénomène Nostradamus, c'est qu'à la fois qu'il y a des 4.1 qui collent à l'actualité, en même temps on a fait des faux 4.1 posteriori pour crédibiliser des événements qui avaient eu lieu, qu'on incorpore dans l'œuvre de Nostradamus. Non. Comme ça, le système, il s'auto-alimente tout seul, quoi. Voilà. Et puis, ça peut durer comme ça, et ça va durer, à mon avis, jusqu'à la fin des temps. Oui, surtout que ces prédictions vont jusqu'à très loin, hein, jusqu'à même la destruction de la planète en 3000 et quelques. C'est quelque chose comme ça. Soyons, oui, il le dit lui-même. Oui. Il parle pas de fin du monde. Je suis désolé de vous contredire, mais quand on lit justement dans la lettre qu'il met dans la préface, c'est une lettre à son fils César, il dit « Je prophétise jusqu'en 3797 ». Oui. Donc ça nous laisse encore près de 2000 ans, mais c'est pas la fin du monde. Il peut prophétiser jusqu'en 3797. Mais là, je suis désolé de... Non, c'est bien de tendre le cou à cette première idée reçue. Je pense pas qu'on soit là encore, mais en tout cas, bon, bref. Mais c'est là où déjà, on a voulu, ça c'était systématique, et c'est ce qui colle à Nostradamus comme le prophète de l'Apocalypse. Il est, comment dire, c'est vrai qu'il dit, d'ailleurs quand on rentre dans le texte de Nostradamus, il nous interpelle les uns les autres, il dit attention, faisons attention, etc., parce que si vous n'y prenez garde, l'humanité et vous-même, vous êtes appelés à disparaître. Alors évidemment, on pourrait coller ça à l'effet de serre, au réchauffement de la planète, parce qu'il y a beaucoup de bon sens dans les 4 Nostradamus. Bien sûr, oui. Voilà. Donc déjà intellectuellement, c'était un visionnaire. Intellectuellement, c'était un visionnaire. Oui. Et donc, il dit, je vois. Alors, voyance, prophète, bon, les choses, en effet, se superposent souvent. Et
Et donc il dit je peux travailler jusqu'entre 1797. Mais il ne dit à aucun moment la fin du monde aura lieu entre 1797. Alors après, bon, il y a tout un tas de gens qui ont travaillé sur cette fameuse date. Bon, il y en a qui l'évacuent parce qu'ils préféraient dire, comme en 1999, que la fin du monde était prévue pour le 11 août 1999. Vous savez avec quel succès, puisqu'on a tous échappé à cette fin du monde. Donc c'est vrai que ça c'est très fluctuant. Oui. Et alors Michel Chemara, une question quand même avant d'entrer dans les centuries et explorer ces quatrains. Comment faisait-il pour, entre guillemets, recevoir ces prophéties ou l'inspiration de ces textes? Alors là, je m'attendais à la question. Il le dit, il travaille de nuit. Il travaillait dans sa maison de Salon de Provence, qui aujourd'hui est transformée en musée Nostradamus. Donc j'invite vos éditeurs à vous y rendre. Et sur le toit de l'actuelle maison, il y avait une espèce de je sais pas si on pourrait parler de laboratoire. Bref, son cabinet de travail, quoi, en quelque sorte. Voilà, il était physiquement sur le toit de sa maison, scrutant. Il dit qu'il scrute l'univers, mais il dit aussi qu'il était dans un état plus ou moins second. Alors là, ça fait beaucoup parler les gens. Est-ce qu'il était sur l'effet de drogue ou de... Alors là, bon, en tout cas, il était dans un état second. Alors moi, j'ai envisagé une espèce d'écriture automatique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture automatique. C'est vrai que si vous êtes dans un état second, parce que vous avez absorbé des drogues ou je ne sais trop quoi, vous pouvez en effet vous mettre à écrire des choses qui peuvent paraître un peu folles, quoi. Voilà l'univers, la nuit, sur le toit, scrutant les étoiles, ayant pris, alors je ne sais pas si c'est des herbes ou je ne sais trop quoi, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. En tout cas, ça a produit le texte qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Il se mettait en tous les cas dans un état modifié de conscience, comme dit les scientifiques qui s'intéressent à tout ce qui est phénomène de production de voyance, des choses comme ça. Oui. Il n'était absolument pas dans une espèce de rationalité. Non, il, d'après ce qu'il nous dit, il se mettait pas à telle heure fixe dans tel endroit pour se mettre à écrire 2 pages de ce qui va devenir ses centuries. Il est déjà dans une attitude, un lieu, à une période de la nuit en l'occurrence, qui est quand même qui est pas propre à chacun d'entre nous. Oui. Et est-ce que on savait si il retouchait ces quatrains? Est-ce que le premier jet était le bon? Alors là, c'est très difficile puisqu'il n'y a en dehors des éditions. Il n'en a jamais parlé? Oui. Attendez, non, il n'en parle pas. Par contre, par rapport à ce qui nous est parvenu, moi, je parle toujours de ce que j'ai eu entre les mains, parce qu'après, on peut tout raconter. S'il n'y a personne pour vous contredire et s'il n'y a aucune trace pour vous contredire, on peut. Bon, nous n'avons qu'un manuscrit, on n'a aucun jet préparatoire, on n'a aucun manuscrit de ces prophéties. En plus, on a très peu d'écrits de lui parce qu'il avait des secrétaires. Donc souvent, c'était des secrétaires qui écrivaient et lui signait, il paraphait uniquement. On a la signature Nostradamus. Bon, à part le livre de tout à l'heure, l'Alchibicius qu'on a à la Bibliothèque municipale de Lyon, où il y a quelques annotations de sa main, on a très peu de choses venant de lui. Et donc, il est très difficile de dire entre le jet. Moi, je l'ai aussi. Alors. Ça devient très compliqué parce que la première édition de 1555, nous n'avons que 2 exemplaires connus au monde. Il y en a un qui se trouve à Agen. Oui. On a de la chance ici. Oui, à la bibliothèque municipale d'Agen, dans le fond Rochegude. Et l'autre se trouve à la bibliothèque de Vienne, en Autriche. Et c'est dès le départ, là aussi, dès que vous avancez, et j'étais hyper content parce que jusqu'à une trentaine d'années, on n'avait aucun exemplaire connu au monde et on pensait même que ça n'avait jamais existé. Je ne sais pas si vous voyez le travail qui a été fait. Ah oui, c'était quand on revoit les gens qui ont écrit au 19e siècle, au 18e siècle, tout ça c'était de l'ordre du mythe. Et moi, mon rôle, ça a été d'attester chaque fois. Quand vous comparez les 2 exemplaires d'Agen et de Vienne, on s'aperçoit qu'une partie est différente. Pour essayer de répondre à votre question, il y a des variantes. Alors, est-ce que c'est des variantes qui ont été faites volontairement par Nostradamus en cours de tirage? Tout ça, ça se passe à Lyon. Et pour répondre à votre question, il y a une hypothèse qui m'agrée. On pense même que Nostradamus, parce que quand on lit à haute voix ces prophéties,
on se demande si elles n'ont pas été dictées oralement, c'est-à-dire ne passant pas par un écrit, par un support écrit. Est-ce qu'il n'a pas dit oralement ces prophéties à un typographe qui lui les composait. Donc c'est l'une des pistes. Vous voyez que c'est. Mais dès le départ, les deux éditions, les deux seuls exemplaires de la première édition, il y a des variantes. Et alors, qui a été à l'origine des variantes, qui après vont bien sûr être reprises ou pas reprises, parce que dès le départ c'est compliqué. Oui, mais dites-moi, là vous parlez d'un typographe, c'est-à-dire à l'imprimerie directement. Oui. Il se serait mis debout ou assis, il y avait le typographe en face de lui avec les lettres. Et il composait le texte qu'il entendait. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, parce que Nostradamus, ça c'est attesté, il est venu à plusieurs reprises à Lyon. Ça, nous savons, on a des traces. Lyon, évidemment, était la ville la plus importante au niveau de l'imprimerie. En plus, il y avait beaucoup plus de liberté, parce qu'il aurait pu aller à Avignon, parce qu'à Avignon, il y avait des imprimeurs. C'était plus proche. Mais bon, là, on était sous l'autorité, on était encore dans le cadre du comte vénessin, etc., avec sa propre, ses propres lois, etc., etc. En tout cas, à Lyon, il y avait beaucoup plus de liberté. Mais donc, c'est l'une des hypothèses, en tout cas, c'est que j'essaye de faire partager. Comment En tout cas, ce dont on est sûr, on n'a aucun écrit. On n'a aucun écrit. Si on avait en effet le manuscrit de base et après la première édition, on peut répondre à votre question. Qu'est-ce qu'il a changé, ainsi de suite. En tous les cas, la publication en 1555 de ces premières centuries ont un vif succès, puisque l'été de cette même année, il est invité par le roi Henri II à se rendre à la cour. Tout à fait. Alors, parce que il faut dire aussi qu'entre-temps, il y a eu un tournoi, il y a eu un problème, la mort. Alors, attendez. Il y a plusieurs choses, parce qu'il y a déjà eu, ce qui l'a rendu célèbre aussi, c'est le quatrain sur la mort d'Henri II. Oui. En juin, je sais pas, parce que là avec la lance fichée dans. Voilà. C'est ça. Hein. Je l'ai sous les yeux là. Le quatrain, le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crevera, de classe une, puis mourir mort cruelle. Alors c'est vrai, c'était en juin 1559 quand le roi Henri II dans un tournoi contre le comte de Montgomery, et lorsque le roi est mort avec l'œil crevé par une lance, on est en juin 1559, c'est-à-dire 4 ans après la publication de la première édition des prophéties. Et c'est vrai que tout le monde va faire le parallèle, et c'est là que Nostradamus va être lancé. Alors c'est vrai qu'il est venu à Salon, c'est vrai que les almanachs, le traité des ferments et des confitures, tout ce qu'il avait fait contre la peste dans différentes villes de France, tout ça, il était hyper connu. Mais ce qui va vraiment le rendre célèbre, c'est ce fameux quatrain que je viens de lire, et le parallèle avec le fameux tournoi. Il y a d'autres, évidemment, quatrains qui vont le rendre célèbre. Avant de faire une pause, il y a combien de quatrains ou, comment dit-on, Century 1, 2, 3, 4 Alors, pour faire très simple, en 1557, donc 2 ans après la première édition, il y a près de 7 centuries complètes. Il y en a 600 et quelques, donc il y a les 6 premières qui sont complètes et la 7e qui est incomplète. Et 2 ans après sa mort, chose très très curieuse à nouveau, vous voyez que en 1568, on va rajouter 3 centuries qui n'ont pas été publiées de son vivant, c'est-à-dire la 8e, la 9e et la 10e centurie. Donc 304 nouveaux qui ne seront pas publiés de son vivant. Et chose curieuse, avec une préface, une lettre au roi Henri II. Donc là, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Pourquoi alors il a peut-être entendu, en effet, comme le roi Henri II est mort dans le fameux tournoi qu'il avait plus ou moins prévu, en tout cas prévu 4 années avant, il s'est peut-être trouvé responsable, et on a peut-être attendu que lui-même à son tour disparaisse pour
pour publier cette lettre à Henri II qui ouvre les 7e, les 8e, 9e et 10e centuries pour arriver à un corpus d'un millier de quatrains, pour répondre à votre question. Bien. Michel Chomara, une pause et on se retrouve pour, cette fois-ci, explorer les centuries de Nostradamus et découvrir ce qu'il a pu prévoir, puisque depuis 1566, date de sa mort, jusqu'à 2007, le nombre de quatrains, on peut faire peut-être des rapprochements ou tordre le cou à d'autres idées reçues, comme par exemple ce que vous avez fait à l'instant, Nostradamus, ça n'est pas un prophète apocalyptique, pas du tout, il ne l'a jamais prévu. Donc ça, c'était une bonne chose, on va y revenir sur Sud Radio dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et j'ai le grand plaisir donc de conclure cette année 2006 avec Michel Chomara et Nostradamus. Michel Chomara qui est bibliographe, éditeur, grand collectionneur de tout ce qui concerne Nostradamus. Et nous allons parler maintenant des centuries. Michel Chomara, vous nous avez expliqué ce dont il s'agit, comment est-ce que elles se composent, donc sous forme de quatrains. Comment est-ce que Nostradamus les recueillait. Je suppose que, évidemment, parmi tous ces quatrains, toutes ces prophéties, il y en a plusieurs qui posent question. Depuis 1566, date de la mort de Nostradamus, jusqu'à maintenant, toute cette période a été prophétisée par Nostradamus, n'est-ce pas? Alors, Nostradamus, ça fonctionne toujours a posteriori, jamais a priori. C'est vrai que lorsqu'on l'a vu par exemple le 11 septembre 2001, on l'a vu pratiquement à chaque siècle, vous avez un ou deux quatrains qui ont bien sûr été publiés au XVIe siècle, qui collent à des événements postérieurs. Voilà. Alors, c'est-à-dire on ne peut pas, à moins d'être vraiment clairvoyant comme lui, pouvoir décrypter sa manière d'écrire. Non, et justement, c'est tout la complexité et ce qui fait le fonctionnement, je dirais, du système Nostradamus. Et c'est toujours a posteriori. Alors, je sais pas. Rappelez-vous du fameux quatrain, souverain pontife, garde-toi je vais de mémoire. Oui. Souverain pontife, garde-toi de t'approcher de la ville, car aux deux fleuves, au moment où fleurira la rose. Tout le monde, au moment de l'élection de François Mitterrand le 10 mai 81, tout le monde et la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II à Rome, donc 3 jours, donc le 13 mai 81, tout le monde a pensé que ce quatrain collait à l'événement. Alors après, il y a eu des discussions sans fin de savoir est-ce que Rome est traversée par 2 fleuves, est-ce que la rose, etc., etc. Oui. Donc là, c'est de l'interprétation là à partir de là. Oui. Oui, mais c'est vrai que quand je lis le quatrain et que je la colle à ce qui s'est passé, comme ça, très rapidement, ça fonctionne. Bon, c'est vrai. Alors après, où ça devient plus compliqué, c'est que tout le monde a oublié que le pape Jean-Paul II est venu à Lyon. À Lyon, il y a 2 fleuves. Il y a je suis bien placé, il y a le Rhône et la Saône. Et donc, comme le pape avait survécu à l'attentat du 13 mai 1981, on pensait qu'il allait être assassiné et on voulait à nouveau accoler ce quatrain à des événements postérieurs. Vous voyez, c'est vrai que c'est très troublant. Il y a énormément de quatrains comme ça. Il y a le fameux quatrain sur la fuite à Varennes. Alors, racontez-le nous, justement. Je ne l'ai pas en tête, mais c'est vrai que dans le quatrain, on trouve le mot Varennes, on trouve le mot Capet, et c'est vrai que... Là, c'est plus clair, déjà. Là, c'est vraiment... Alors, où ça devient plus compliqué, chaque fois j'essaye de mettre, de raisonner mes auditeurs et mes gens qui sont en face de moi, parce que c'est vrai autrement on est dans le merveilleux, on est dans le. Et puis, moi je suis pas du tout le style à faire peur ou je veux pas entretenir le grand frisson quoi, parce que je crois que ce serait pas sincère et je pense si j'ai survécu à énormément de choses parce que on parle, je sais pas, est-ce que vous savez par exemple que Shoko Asahara, le leader de la secte Aum, l'auteur de l'attentat au gaz sarin, au Japon, oui. est venu me voir. Ah bon? Oui, voilà. Donc c'est pour ça que Nostradamus, comme ça, sur des airs un peu légers, ça peut amener à la catastrophe.
avant Shoko Hazara que j'ai rencontré, qui est d'ailleurs condamné à mort et qui va sans doute être exécuté. Je sais pas. Vous voyez, on n'est plus dans la légèreté là. Non, là plus du tout. Non, pour le coup. Je rappelle aussi que quelqu'un qui s'appelait Adolf Hitler était passionné par Nostradamus, qu'il avait même fait venir. Il avait même recruté un astrologue qui s'appelait Karl Kraft à son service pour qu'il le fasse travailler qui disent publiquement, et on a des traces dans mon fond, dans le Fonds Schumacher à la Bibliothèque de Lyon, j'ai des écrits de Kraft et des ouvrages de lui, et donc il l'a embauché, il l'a fait enlever en réalité, il a fait enlever cet astrologue qui était en Suisse, il l'a fait venir à Berlin pour travailler au service à la fois de Goebbels et d'Adolf Hitler. Dans un premier temps, il a joué le jeu. Nostradamus, on trouve le Führer, on trouve les mots. En tout cas, si c'est pas tout à fait le mot, bref. Et ça s'est très mal terminé pour Karl Kraft, parce qu'au bout d'un moment, Kraft ne voulait plus jouer ce jeu de faire valoir auprès d'Adolf Hitler. Adolf Hitler l'a fait déporter, il a fait assassiner Karl Kraft dans un camp de concentration. Donc, vous voyez, c'est un enjeu terrible, Nostradamus. Quand on a une certaine expertise, et ce qui est mon cas, je pense, il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. Pourquoi je dis ça? Parce que pour revenir à l'interprétation des quatrains a posteriori, c'est vrai qu'on peut le génie aussi de Nostradamus, c'est de faire ces quatrains avec des mots qui ont différents sens possibles. Le lion, ça peut être l'animal, ça peut être la ville, ça peut être le roi, et ainsi de suite. La rose, c'est pareil. La rose, quand on refleurira la rose, pensez bien que lorsque Nostradamus a écrit ça en 1555, c'est pas du tout ce qui était François Mitterrand. Ah oui, non, qui était non, mais que la rose était l'emblème des socialistes français. Vous voyez. Nous, mais on a besoin aussi de ça quelque part, parce qu'on est aussi dans une époque où les certitudes ont été remises en cause, qu'elles soient de religieuses, scientifiques, philosophiques et autres. Oui, ce qui fait que les sectes fleurissent du reste. Il y a à la fois les sectes qui fleurissent, et puis on veut à la fois dans un monde qui se veut de plus en plus rationnel, on a envie de l'irrationnel, et donc quelqu'un qui est né il y a plus de 5 siècles, il y a plus de 5 siècles maintenant, en 1503, on essaye en effet de partir dans le temps pour essayer d'expliquer aujourd'hui et demain. Mais quand on revient au texte, moi je dis il faut toujours revenir au texte, il faut pas avoir d'a priori, il faut poser le pour et le contre, il faut à qui profite le crime aussi quelque part, parce que là aussi j'ai fait une exposition à Lyon après un salon de Provence, Prophétie pour tant de crises, qui démontrait qu'en effet que le regain d'intérêt pour Nostradamus était très lié à des périodes très troublées de l'histoire, que ce soit le 11 septembre, le dernier bouleversement de la planète politique. Alors là, on est arrivé très loin, puisque les Américains, qui bien sûr, soi-disant, ne pouvaient pas prévoir ça, et se sont amusés à faire des faux quatrains. Alors, ils ont pris des morceaux de différents quatrains pour en faire un qui colle par rapport au 11 septembre. Et et l'attentat des tours jumelles, des twins, oui. Voilà. Oui. Donc, je l'ai sous les yeux. Vous voulez que je le lise d'ailleurs? Voilà. Alors ça, c'est ce que je vais lire, c'est le texte reconstitué, qui dit donc: dans l'année du nouveau siècle et 9 mois, du ciel viendra un grand roi de la terreur. Le ciel brûlera au 45e degré. Le feu approche de la grande nouvelle ville. Dans la ville de York, il y aura un grand effondrement. 2 frères jumeaux déchirés par le chaos, tandis que la forteresse tombe, le grand chef succombera. La 3e grande guerre commencera quand la grande ville brûle. Et en fait, ce texte a été totalement reconstitué. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui m'a étonné de la part des Américains, ça prouve. Alors, c'est vrai que quand on maîtrise pas le français de Nostradamus de l'époque, parce qu'il y a des quatrains, il y a des vrais quatrains Nostradamus où il parle de 2 tours, etc., qui auraient qu'on pourrait raccrocher à ce qui s'est passé le 11 septembre. Mais là, ils ont été tellement, c'est vrai que ça a été un tel choc dans la précipitation et via le net, parce qu'il y a le phénomène Internet maintenant. Donc, dans
dans les heures qui ont suivi, il y a eu un bricolage sur net. Moi, j'ai vécu ça en direct, parce qu'on m'a énormément interrogé là-dessus. Et ce qui était intéressant face à un événement aussi dramatique, quel était l'écho de Nostradamus. Et plutôt de prendre le temps, et c'est là où j'étais un peu de plus en plus étonné. Je répète, il y avait des quatrains mais c'est pas mon rôle de faire l'interprétation. Je me refuse à ça, de faire l'exégèse de Nostradamus. Il y a des milliers de personnes qui ont fait ça. Et moi, moi, j'essaye d'être un peu le gardien du temple, c'est-à-dire à la fois des textes, faire le tri entre les vrais et les faux, de dire voilà tel ouvrage ou telle chose se trouve à tel endroit, etc., etc. Ça suffit déjà à mon bonheur. Après, mais là, ils m'ont vraiment étonné les Américains mais je pense que c'est dans l'affolement général. Et puis puis c'est peut-être l'idée qu'ils ont Nostradamus, que finalement c'était un tel montage, c'est un montage continuel depuis 455, ce qui est en partie vrai, puisqu'il y a des fausses éditions, il y a des faux lieux d'édition. Par exemple, vous avez énormément de fois Lyon comme lieu d'édition, alors que c'est pas du tout Lyon. Vous avez par exemple l'année 1568 qui apparaît, ou 1566, la date de sa mort, sur des éditions qui ont été publiées 2 siècles après, au XVIIIe. Ça, je peux les démontrer sans problème. Mais à l'époque, les gens pensaient en effet que ça avait été fait peu de temps avant la mort de Nostradamus. Et ce genre de détournement participe à l'entretien de l'image sulfureuse de Nostradamus. C'est-à-dire, oui et non, ça contribue d'abord, au contraire, à la crédibilité de Nostradamus, parce que là, nous, on est en train de démonter, on a du temps pour dire, en effet, voilà, c'est un quatrain ce que j'appelle, moi, les quatrains de circonstances, c'est-à-dire des choses qui sont faites toutes pièces, par peu de temps après un événement tragique. Mais les gens disent comme ça, vous savez, surtout à notre époque où tout va très vite, une info chasse une autre info. Bon, ils ont entendu Nostradamus le 11 septembre, on fait un micro-trottoir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, le 11 septembre a été prévu par Nostradamus. Ils prennent pas le temps de ce que nous on est en train de faire et par exemple de démonter que c'est un quatrain qui a été bricolé de toutes pièces. Voilà, mais ça s'explique parce que je veux dire, vu de la part d'un Américain qui est complètement bouleversé par ce qu'il est en train de vivre, piochant comme ça dans même l'œuvre originale Nostradamus, il peut en effet faire ce que j'appelle un vrai faux quatrain, quoi. Et après, il a sa propre vie. Parce que chaque année, il y a des éditions de Nostradamus qui sont publiées et qui incorporent alors il y a du tri sélectif, c'est-à-dire des fois il y a des vrais quatrains qu'on enlève, on remplace par un faux quatrain qui a été réalisé pour tel ou tel événement. Mais c'est de l'escroquerie, ça. Oui, mais c'est bien ça que j'essaye d'expliquer. Mais bon, mais je pense que les gens, c'est très très curieux. Ils ont besoin à la fois. Moi, je me rappelle le 11 août, au moment de l'éclipse, puisque on avait fait un lien avec Nostradamus et la fin du monde. Les gens étaient à la fois émerveillés, mais en même temps, en gros, ils me demandaient, M. Chamara, vous qui savez tout, etc. Est-ce qu'on va tous mourir? Il y avait un côté bourreau encore 5 minutes, quoi. Mais bon, c'est le fonctionnement humain, quoi. Je veux dire, mais on trouve ça dans l'Apocalypse, on trouve ça. C'est toute l'interrogation par rapport à la mort en tant qu'individu et en tant que collectivité, une société qui disparaît ou une planète qui peut disparaître. Donc on veut à la fois savoir et en même temps on est prêt à prendre pour argent comptant n'importe quoi que n'importe quel fou ou fumiste a fait. Shoko Hazara, je connais bien ce que je suis en train de dire, je peux l'attester puisque Shoko Hazara est venu me voir en 1989. Et lui, c'est lui qui a perpétué cet attentat au gaz. Qui va faire l'attentat de Tokyo en 1995, donc 6 ans après. Dans sa tête, il savait qu'il allait avoir 10 ans après 1999, et pour lui, dans sa tête, il avait mal digéré, entre guillemets, des traductions, parce que Nostradamus, je suis allé plusieurs fois au Japon, les gens qui lisent Nostradamus en langue japonaise, ça passe par une traduction anglaise du texte français original. Je ne sais pas si vous voyez après, bref. Et donc lui, il s'était mis dans la tête que ça allait être la fin du monde en 1999, et fin du monde pour fin du monde, il s'est dit, c'est moi, Shoko Hazara, je suis maître du monde, c'est moi qui fera la fin du monde, c'est moi en toute pièce qui va donc provoquer cette fin du monde. Voilà.
Donc vous voyez. Mais il vous a paru sensé. Il vous a pas parlé de ça, j'imagine, quand il est venu vous voir. Oui et non. C'est très compliqué. Là, ça serait une émission à part entière, ça. Oui, c'est pour montrer que Nostradamus, à mon niveau, c'est pas évident. C'est vrai que toutes les personnes qui sont un peu déséquilibrées, qui ont des problèmes au quotidien, leaders de sectes, gourous, ou tout ce que vous voulez, ou dictateurs, peuvent récupérer Nostradamus. Mais pour revenir à Shokazara, à l'époque, c'était donc. En 89, je venais de créer les Amis Nostradamus et je venais de publier rééditer la première édition de 455. Et donc lui, il venait à Lyon pour se faire adouber par le grand spécialiste que j'étais. En tout cas, il me perçait comme ça, quoi. Mais c'est vrai que j'étais quand même très très prudent parce que quand il m'a demandé est-ce qu'on parle de moi, moi Shokazara, est-ce qu'on parle de moi dans les prophéties Nostradamus, par exemple, je lui ai expliqué que la connaissance géographique de Nostradamus en 1555, c'était une connaissance européenne. C'était pas alors justement, ça devient compliqué. Et je ramène toujours à des choses j'ai énormément travaillé là-dessus, par exemple, sur les lieux géographiques qu'on trouve dans les prophéties. Il y a très peu de choses concernant l'Asie ou l'Afrique. Ou en tout cas, c'est très très vague. Est-ce que il me parlait de le mont Fuji au Japon. Il parle de montagne, Nostradamus. Il parle pas de tel et tel. Il parle pas d'Everest. Il parle pas. Voilà. Donc heureusement pour moi, j'ai su après. Parce qu'il a publié notre rencontre dans la revue de sa secte en japonais et il part assez furieux. Très bien, vous avez du bol. Vous avez fait un bon boulot. Non, mais moi, autrement, je pourrais lui dire oui, et au lieu d'avoir, je sais pas combien, une dizaine de morts, mais en réalité, il y en a eu plus parce que la secte Tao est quand même redoutable. En tout cas, il avait du sarin pour tuer, je sais plus, parce que quand je suis allé au Japon tout de suite après l'attentat, il avait du sarin pour tuer plusieurs millions de personnes, quoi. Vous imaginez, me disant oui, on pourrait continuer, c'est même aller plus loin. Vous imaginez, je crois pas que je serais pas en train de discuter avec vous. Mais bon, donc vous voyez, c'est un texte, c'est un superbe texte qui interpelle l'humanité, chacun d'entre nous, chaque jour. Mais après, en effet, on peut le détourner. C'est pour ça que je dis que Nostradamus, c'est pas le prophète de l'Apocalypse. Il peut être un prophète, mais comme tous les prophètes, je pense que c'est pour nous interpeller par rapport à tout ce qu'on a dit au début de notre entretien, c'est-à-dire à la fois ses connaissances scientifiques et spirituelles. C'est le cursus de chacun d'entre nous, en tout cas ceux qui le souhaitent. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi? Je veux dire, est-ce qu'on est là pour accélérer la fin de cette humanité ou au contraire la transmettre en meilleur état qu'on l'a reçu à nos descendants. Tout à fait. Michel Chemara, une pause et on se retrouve pour que vous nous éclairiez sur quelques quatrains. Je suis sûr que vous avez, en tant que spécialiste de Nostradamus, des quatrains à nous citer que, comme vous nous l'avez dit, on a pu coller a posteriori sur l'actualité depuis 1566 jusqu'à nos jours, ne serait-ce que pendant, je ne sais pas moi, qui a annoncé la Première Guerre mondiale, peut-être d'autres grands événements qui nous séparent donc de la mort de Nostradamus. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nostradamus est notre centre d'intérêt pour découvrir un petit peu ces célèbres et fameuses centuries. Michel Chemara est mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Michel Chemara, je suis sûr vous avez en tête, non pas le texte exact, j'imagine bien, parce que bon, mais quelques exemples précis relatifs donc à l'histoire, sur lesquels on peut vraiment, raisonnablement, coller un des quatrains de Nostradamus. Les exemples qui vous viennent à l'esprit. De mémoire, je m'attendais à ce genre de questions, donc j'ai quelques-uns sous les yeux. Alors, moi je parle déjà des quatrains qui ont été publiés du vivant de Nostradamus, c'est-à-dire en 1555-1557, ce qui veut dire que je rejette
la 8e et la 9e centurie qui ont été publiées 2 ans après sa mort. D'accord. D'abord le fameux quatrain, mais daté 1999, dont il a beaucoup été question au moment de l'éclipse le 11 août en 99. Mais bon, là, par exemple, le 51e quatrain de la 2e centurie qui dit la chose suivante: le sang du juste à Londres fera faute, brûlé par foudre de 23 les 6, la dame antique chera de place haute, de même secte, plusieurs seront oxy, donc seront morts. Oui. Et donc tout le monde, en tout cas au XVIIe siècle, en 1666, c'est-à-dire plus de 100 ans après l'apparition les gens ont vu l'incendie de Londres, le grand incendie de Londres. Oui. C'est vrai qu'il y a eu un incendie. Alors c'est vrai que quand on dissèque le quatrain, on trouve en effet on trouve le mot Londres, on trouve brûlé, on trouve presque l'année, parce que 3 fois les 3-6, donc 1666, ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est l'un des quatrains qui a contribué à crédibiliser Nostradamus au XVIIe siècle, et en plus notamment par rapport au monde anglo-saxon, qui lui a permis d'avoir des traductions anglaises, parce qu'on n'en a pas trop parlé. On en a parlé pour le traité des fondements des confitures, mais c'est vrai qu'il y a des quatrains, par exemple celui-là, a vu éclore les traductions anglaises des prophéties à cette époque-là. Parce que c'est vrai que quand on le voit, ce quatrain, on trouve pratiquement tous les éléments, en tout cas tous les mots qui peuvent servir à rappeler le grand incendie de Londres en 1666. Donc rien que ce quatrain, s'il en fallait un, pour vraiment pouvoir développer l'hypothèse, parce qu'on a le droit de se poser la question finalement, Nostradamus véritablement voyant, clairvoyant, prophète ou pas, rien que ce quatrain déjà fait pencher la balance fortement dans le sens il avait de vraies capacités de prédiction. Oui, parce qu'on trouve dans ces 4 lignes, les 4 vers, du quatrain, on trouve à la fois le lieu Londres qui est cité, l'année, alors je répète, puisqu'il dit dans le quatrain 23 les 6, donc 3 les 6 pour 1666. Il y a le mot incendie parce qu'il parle de brûler, et donc c'est vrai que la cathédrale de Londres a été entièrement brûlée. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que des fois le même quatrain peut coller à d'autres choses. Mais c'est vrai que moi, qui suis le grand spécialiste des différentes éditions, par exemple, vous avez une gravure dans toutes les éditions qui ont paru au XVIIe siècle où on voit l'incendie de Londres. Vous avez la page de titre à droite, à gauche vous avez une gravure, on voit l'incendie de Londres, donc qui venait d'avoir lieu. Et donc c'est vrai que ça par rapport au tournoi tout à l'heure d'Henri II avec ses yeux crevés en 1559. Donc à chaque siècle, comme ça, vous avez un quatrain qui trouble énormément les gens. Alors, au XVIIIe siècle, le quatrain où on vous trouve les mots Capet, Varennes, on a collé ça en effet à l'arrestation de la famille royale dans la forêt. Voilà. Après Napoléon, je l'ai plus en tête, mais je sais qu'il y a où on parle d'empereur naîtra un empereur naîtra près d'Italie, etc., etc. C'est vrai que avant, parce que chaque année, il y a aussi des interprétations. Dès le XVIe siècle, il y a des interprétations de Nostradamus. Mais jusqu'à l'arrivée de Bonaparte, et puis plus tard de Napoléon comme empereur, personne n'en parlait. Mais c'est vrai que le jour où Bonaparte est devenu Napoléon, vous avez tout au début du XIXe siècle tout un tas d'interprétations de Nostradamus qui font dire que Nostradamus avait prévu Napoléon. Au XIXe siècle, c'est pareil. Au XXe, c'est pareil. On a parlé du 11 septembre. En général, il n'y en a pas beaucoup. C'est 1 ou 2 par siècle. Mais qui sont... Alors, si ça se trouve, pour le XXe, j'ai parlé tout à l'heure du fameux quatrain, souverain pontife, garde-toi de Portel, quand on reflera la rose. C'était aussi le grand roi des frayeurs pour parler du 11 août 1999. Mais ce quatrain-là fait partie des centuries qui ont été publiées après la mort de Nostradamus. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'histoire et comment les gens, ce qu'on appelle la fréquence
qu'est-ce qui est pour tous les exégètes ou toutes les personnes, je dirais, sensées, qu'est-ce qui colle vraiment à l'actualité? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Si on prend que les 700 premiers quatrains, il y en a, on dirait c'est déjà pas mal. Il y en a un par siècle, c'est pas beaucoup quand même. Comment? C'est pas beaucoup. Non. Si on veut être sérieux, parce que après on peut faire bien ce que l'on veut. Je veux dire, je parle des vrais quatrains, hein, parce qu'alors évidemment il y a tous les quatrains qu'on a. Par exemple, au moment de la Fronde, entre 1639 et 1642, vous avez un faux quatrain où vous avez Nirazam qui apparaît. Et c'est très intéressant parce que c'est dans une édition qui, soi-disant, la page de titre, vous avez Lyon 468. Et heureusement, donc le format, le papier montre que c'est pas une édition lyonnaise. En réalité, c'est une édition qui a paru pendant la Fronde. Et pourquoi j'atteste ça? Parce qu'il y a un quatrain qui apparaît. Tout à l'heure, j'ai dit que la 3e centurie était incomplète et la 7e aussi. Donc, on a toujours tendance à compléter les centuries incomplètes. Oui, et donc, pendant la Fronde, vous avez un quatrain où vous voyez le mot Nirazam. Nirazam, c'est l'anagramme de Mazarin. Et donc, c'est facile de dater finalement l'ouvrage qui était donc, je crois, de mémoire de 1649 et certainement pas de 1568. Donc voilà. Alors, mais il faut un temps fou pour et puis il faut avoir. Et d'où l'intérêt du fonds qui porte mon nom, la Boutique de Lyon, puisque la Boutique de Lyon a la collection Nostradamus la plus importante au monde. Oui. Quand vous avez tout ce que j'appelle le panel le plus important au monde, vous pouvez comparer les différentes éditions. Ce que personne a en général. Chez soi, on peut avoir le dernier livre de Paco Rabanne, Elisabeth Tessier ou Jean-Charles de Fontbrune. Si on peut éviter quand même. Si on peut éviter. Non, mais par exemple, Jean-Charles de Fontbrune, lui, il travaille d'après une édition de 1605. Moi, on s'est attrapé lors d'un bouillon de culture chez Bernard Pivot, et c'était assez pathétique, quoi, parce que moi, j'ai beau lui dire que c'était une édition très tardive, très fautive, avec plein d'approximations. Parce qu'aussi, il y a la ponctuation qui peut faire changer énormément le sens. Hein. Vous voyez, ça va très très loin. Mais tout dépend quand vous allez vers Nostradamus, si vous avez des a priori ou pas. Voilà. Oui. Est-ce que vous vous laissez aller puis en disant oui c'est complexe, je vais essayer moi-même. Mais entre nous, c'est ce que je dis souvent aux gens qui sont en face de moi. Si ça se trouve, moi je peux vous trouver un quatrain qui vous concerne. Hein. Moi tous les coups sur les 700 ou les 1000 quatrains, je suis sûr qu'il y a un quatrain qui peut coller avec vous, alors que je vous connais pas du tout. Quoi. Oui. Alors justement, parce que c'est une hypothèse que je voulais vous soumettre, vous en parlez. Nostradamus a écrit, on va dire, 1000 quatrains, à peu près, grosso modo, 1000 quatrains. Bien. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, il est mort en 1566, nous sommes en 2007, on peut référencer de manière sérieuse et plausible un quatrain par siècle qui correspondrait... On peut dire deux. Ça fait quoi 5 siècles, ça en fait une dizaine. Mettons une douzaine, une bonne douzaine. Oui. Allez, allons-y, soyons larges, 12 quatrains qui concernent 5 siècles. Oui. Est-ce que par hasard, parce que visiblement il avait un talent de clairvoyance, est-ce que ces quatrains ne concernaient pas, parce qu'on ne sait pas comment fonctionne la voyance, d'où les informations viennent, comment elles viennent, etc., comment on les perçoit. Bref, est-ce que ça ne concernerait pas des gens plus, j'allais dire, pas le kidam, mais plus des petites gens que de grands événements historiques, ou de petits événements plutôt que de gros événements historiques? Évidemment, on n'aurait pas idée de le rapprocher à des petits événements. Il n'y aurait pas cette piste, à votre avis? Je pense qu'il y a les deux qui s'additionnent. Nostradamus, c'est un écrit, je l'ai dit tout à l'heure, de littérature populaire. Son mode de diffusion, son accès est très facile. Ça coûte pas, c'est pas un livre qui est caché. Bon bref, tout le monde peut l'acheter depuis le XVIe siècle. En tout cas, plus facilement maintenant. C'est vrai qu'au XVIe siècle, le livre était relativement cher. Il fallait pouvoir lire. Bref. Et puis il fallait savoir lire aussi. Voilà, il fallait savoir lire, etc. Deuxièmement, pour revenir à votre question, Nostradamus est très clair. Il dit qu'il s'adresse pas uniquement aux communs des mortels. Il parle à l'humanité entière et à ses représentants. C'est pas dit comme je suis en train de le dire, parce que c'est jamais plus aussi précis. Mais il dit à ceux en gros qui vont avoir en charge le destin de cette planète, quoi. Donc c'est pour ça que on revient en effet à peu de quatrains. Alors peu de quatrains qui concernent finalement
peu d'événements. Mais alors après, là on rentre dans quelque chose de très complexe, c'est-à-dire c'est vrai qu'on est plutôt, on est plus intéressé sur les 5 derniers siècles que sur les 10 000 ans qui nous précèdent, quoi. Oui. Parce qu'il y a une espèce de filtre et puis de la mémoire et puis l'histoire. C'est vrai qu'on on est plus passionné par le 11 septembre qu'on a vécu. Déjà la Deuxième Guerre mondiale, moi j'y étais pas, vous non plus, je suppose. Non, Bref, oui. et ainsi de suite. Après tout ça, ça se perd et après on est dans un mélange de rêves, d'approximations. Donc c'est vrai qu'à la fois le texte, il peut être lu par tout le monde, mais l'un ne va pas sans l'autre. Jusqu'à preuve du contraire, les gens qui nous gouvernent, ou en tout cas, ont tous été nommés, désignés par d'autres. Et donc c'est vrai qu'il y a une double lecture. En tout cas, ça s'adresse à 2 types de personnes, mais qui sont intimement liés. Oui, d'accord. C'est vrai que quand Jean-Charles de Fontbonne en 81, après le fameux succès entre guillemets, c'est lui qui a lancé justement l'idée que Nostradamus aurait prophétisé l'arrivée de la gauche le 10 mai 81, et après, 3 jours après la tentative d'assassinat de Jean-Paul II. C'est vrai que cet ouvrage, c'est un pavé qui est sorti au moment de l'été et qui a été publié à plusieurs millions d'exemplaires. Donc il y a eu une diffusion. Tout le monde s'est senti concerné par Nostradamus. Bon, maintenant c'est dans les boîtes de soldes à 1 euro pièce. Bon, mais parallèlement, c'est vrai, et ça, par exemple, l'intérêt de tous nos gouvernants pour les astrologues. Je veux dire, bien sûr, tous les chefs d'État, les uns après les autres, y compris celui que nous avons aujourd'hui, est passionné d'astrologie, etc. On consulter, voilà. Donc c'est moi je pense en effet que Nostradamus, c'est à la fois un texte très de littérature populaire, donc qui s'adresse à tout le monde. Oui, je répète que dans la structuration des quatrains, il y a toujours en général 2 vers qui sont plutôt optimistes et 2 vers qui sont plutôt très pessimistes. En gros, si vous faites pas ça, vous êtes appelé à vivre des choses très douloureuses. Donc ça s'adresse à tout le monde, je veux dire. Mais après, toute la discussion qu'on a aujourd'hui sur le réchauffement de la planète, on en est tous plus ou moins responsables par nos modes de vie, et ainsi de suite. Après, on interpelle le politique. Le politique, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Non, je m'attendais que vous me posiez la question de savoir, en effet, sur la prochaine échéance de mois d'avril prochain. Alors, ce qui est très drôle, jusqu'à preuve du contraire, et j'ai vu très très peu de choses là-dessus, mais je suppose que si c'est l'une ou l'autre qui vont être élus, on leur collera un quatrain qui ira bien. Ah oui, parce qu'en plus Royal, ça, on peut le prédire, ça. C'est plus facile avec Royal, puisque c'est un terme du XVIe siècle, tout à fait, qu'avec Sarkozy. Mais bon, on trouvera bien quelque chose qui lui colle à la peau, quoi. Il est polonais d'origine, donc peut-être quelque chose comme ça. Et hongrois. Ah, hongrois. Oui, il est hongrois, d'origine hongroise. Mais c'est vrai que au Royal, je veux dire, alors là, c'est étonnant qu'il n'y ait pas déjà, mais que ça prouve une fois de plus ce que j'ai dit. C'est a posteriori que ça marche et pas a priori. Mais je sais pas, si Madame Royal était élue présidente de la République, je peux vous assurer que ça va devenir, on trouvera. Moi, j'ai pas le temps à ce genre de choses, mais le mot Royal doit se trouver dans un des quatrains de Nostradamus, obligatoire. Oui. Vous pourriez sortir 1 ou 2 quatrains qui iraient bien. Oui, ça, à mon avis. C'est trouvable. Michel Chemara, une dernière pause et on se retrouve tout de suite après pour finir cette belle conversation concernant l'objet de votre passion, Nostradamus. On se retrouve sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et Nostradamus, qui est l'objet de cette émission ce soir sur Sud Radio avec mon invité Michel Chemara, dont le fond d'ailleurs, vous l'avez précisé tout à l'heure, le fond qui est concernant Nostradamus, qui est à la bibliothèque municipale de Lyon, porte votre nom, le fond Michel Chemara. Ça veut dire que vous avez fait don à la municipalité de toute votre collection ? Alors, c'est un peu plus complexe. C'est ce qu'on appelle... Vous l'avez mise à disposition ? Voilà, ça s'appelle un dépôt à usage. J'en garde la propriété jusqu'à ma mort et c'est à l'usage du public. Et d'ailleurs, énormément de chercheurs du monde entier viennent ou demandent... parce que ça fait... Mon discours est très simple. Moi, je ne peux parler que ce que je peux attester, donc que ce que je peux voir. Autrement, c'est vrai qu'avec un personnage aussi flamboyant que Nostradamus, on peut lui faire dire ce que l'on veut, mais je trouve déjà sa vie et tout ce qui m'est arrivé à moi
suffisent à mon bonheur. Et donc voilà. Mais c'est vrai que Lyon, parce que Lyon, c'est pas la ville qu'il a vu naître, ni la ville où il est mort, mais c'est là la ville via l'imprimerie, l'édition, qui a publié ses livres. Oui, et n'oublions pas que Lyon à l'époque, c'était aussi la ville des foires. C'est là où je trouve que Nostradamus, chaque fois je dis, il est très génial, c'est un génie, parce qu'il y avait à la fois les banques pour financer les éditions, ensuite il y avait les foires pour faire circuler les livres à travers au moins toute l'Europe. Les distributeurs, quoi. Voilà, il y avait la distribution, et donc s'il a choisi Lyon, c'est pas innocemment, parce qu'il aurait pu, bien sûr, en dehors des problèmes de censure et des problèmes de religion, mais c'est vrai que Lyon avait un tel impact, c'était une ville de foire, ville des banques, ville de l'imprimerie, donc tout est réuni en effet pour publier un texte qui va, dès le départ, qui va être diffusé, qui va être sponsorisé, et ça je crois qu'il faut vraiment ne pas l'oublier. Michel Chemara, pour terminer avec les centuries, avant de parler de la fin de vie de Nostradamus et de sa bibliothèque, on en dira quelques mots. Des événements comme la Seconde Guerre mondiale, comme la Première Guerre mondiale, comme l'explosion de la première bombe atomique, comme Hiroshima, Nagasaki, est-ce qu'il y a vraiment des quatrains qu'on peut coller à ces événements dramatiques ou qui ont marqué l'humanité ? Moi, si on m'a bien compris, je ne répondrai pas à votre question. C'est-à-dire, il y a des gens le disent, oui, mais bon, je répète tout à l'heure. Hiroshima, Nagasaki, c'est pas des mots, des noms dans la culture géographique humaniste de la Renaissance. Oui, tout à fait. Mais la résonance dramatique qu'a eu cet événement aurait a posteriori, je le répète, j'ai vu en effet tout ce que vous avez dit sur ces périodes dramatiques. Des gens qui ont dit que c'était annoncé, mais bon, je veux dire... il n'en est rien. Moi, nous sommes d'accord. Je ne dis pas qu'il n'en est rien, j'émets les plus grands doutes sur ce genre d'interprétation. Très bien. Non, mais comme ça, au moins, voilà, c'est clair. Il fallait le dire de manière tout à fait claire et remettre les pendules à l'heure, si je puis me permettre. Michel Chemara, parlons maintenant de la fin de vie de Nostradamus. Il est évident qu'une fois que les centuries ont été publiées, ça lui a attiré sans doute beaucoup de bienveillance, mais également énormément de désagréments. Tout à fait, oui. C'est propre aux gens qui dérangent. En plus, il est nommé, il est astrologue officiel de la cour de France, donc il y a des allers-retours. C'est vrai que les différents rois et reines de France vont s'arrêter chez lui lorsqu'il passe par Salon de Provence, et lui-même va aller plusieurs fois à Paris. Donc c'est vrai qu'on est, je répète, dans l'époque entre les guerres de religion, et que c'est vrai que c'est pas une démarche catholique, que sans jeu de mots, quoi, je veux dire. Et donc il va. Alors parallèlement, dès la première, ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'il y a eu énormément de libelles qui ont été publiés dès les premières années qui vont suivre la première édition des prophéties en 1555. Il va avoir énormément de gens qui vont le combattre. Des détracteurs, vous voulez dire. Oui, Rabelais le premier avec ses pronostications, il fait des fausses pronostications. Ronsard... Rabelais qui avait dit c'est Dieu qui parle par sa bouche, mais le diable qui agite son esprit, non? C'est ça, hein, tout à fait, oui. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est pantagruélique pronostication, c'est une façon de railler Nostradamus et ses prophéties. Mais la famille royale va toujours, par rapport à la mort d'Henri II, c'est vrai que Catherine de Médicis en fera son astrologue. Mais Catherine de Médicis était très portée quand même. Ah oui, elle avait plusieurs astrologues, sa culture italienne, ses origines italiennes allaient dans ce sens-là. Astrologie, sorcellerie, enfin tout, elle avait un panel assez large, semble-t-il. Astrologie suffit à mon bonheur, parce que la sorcellerie, on va loin, mais en tout cas, c'est connu, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'on a par contre la correspondance de Nostradamus en tant qu'astrologue, où il réalisait les thèmes astro des grands de ce monde à travers toute l'Europe.
Et là, on sait entre autres les techniques et en plus le côté qui n'était pas désintéressé de Nostradamus pour faire, par exemple, l'horoscope. Je sais plus d'un empereur autrichien, je sais plus son nom, Maximilien, je crois. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi le côté très cartésien des choses, et donc ça suscitait évidemment beaucoup de jalousie, d'envie. Bon, il n'y a pas, à ma connaissance, des textes qui ont été publiés appelant à le tuer. C'est vrai qu'il avait suffisamment de protection, et puis je pense qu'il avait une telle aura, on ne voulait pas s'amuser à essayer d'attenter à sa vie parce que, je sais pas, il y avait... C'était devenu une très forte personnalité. Donc, tout à fait, oui. Vraiment. Et puis même, une fois, je l'ai lu quelque part, des ecclésiastiques d'Orange, me semble-t-il, sont venus le voir pour qu'il mène une enquête concernant un vol dont ils avaient été victimes. Donc là, c'est carrément des hommes d'église qui viennent le solliciter pour les aider finalement. Oui, mais là, on est près, parce qu'on a eu les mêmes pratiques à Lyon, entre autres, mais on n'est pas loin de la sorcellerie là. D'accord. Je sais pas, on n'est plus dans la prophétisation. Non, on n'est plus dans la prophétisation. Non, tout à fait. Non, juste pour... Mais c'est vrai que, je sais pas, nous on a eu un cas comme ça à Lyon, mais plus tard, où quelqu'un, il y a un couple un couple de cafetiers qui ont été assassinés, et on a demandé à quelqu'un, mais alors lui c'était avec une baguette pour essayer de retrouver les assassins, et qui retrouve les assassins en l'occurrence, d'après tout ce qu'on a au niveau de... Mais là on s'égare, on s'éloigne. Alors revenons à nos moutons, en l'occurrence à Nostradamus. Sa fin de vie, comment se termine sa vie? Riche, j'imagine? Riche financièrement? Oui. Je sais pas si on peut dire oui, il n'avait pas de problème, mais il n'a pas une fortune, puisque sa descendance, elle va vite s'arrêter, puisqu'il a que des filles et en dehors de César. César aura sa descendance, mais il n'y a plus de Nostradamus. C'est la question qu'on me demande souvent. Oui, c'est la question que je vous posais. Nostradamus aujourd'hui? Non. Bien qu'il y ait des gens qui portent ce nom. Par exemple, au musée Nostradamus de Salon de Provence, ils ont rencontré des gens qui ont montré leur carte d'identité, notamment au nord de l'Europe, qui avaient le nom Nostradamus. Mais c'est pas son vrai nom, de toute façon. Non, c'est la latinisation du nom de français en France, Michel de Notre-Dame. Voilà, c'est vrai que là aussi, on trouve le génie Nostradamus. C'est vrai que Nostradamus, c'est passe-partout. Michel de Notre-Dame, c'est du franco-français, quoi. Donc Nostradamus, c'est vrai que c'est plus vendeur. C'est bien plus vendeur, la preuve. Oui. Donc bref, c'est vrai que il s'installe, bien sûr, à Salon. Il est installé à Salon de Provence, dans la maison qui est devenue donc le musée Nostradamus. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les grands du royaume viennent le voir, et puis il va dépérir. Alors là aussi c'est assez controversé. Il aurait prévu sa mort, la façon dont il allait mourir. Ça vous laisse dubitatif? Je sais pas, oui, mais je trouve que quand on a déjà parcouru toute sa vie, ce qu'on vient de faire, je veux dire, je sais pas. Vous savez, il y a pas que Nostradamus qui se sent mourir. Il y a plein de gens aujourd'hui dans notre pays, via la maladie, via plein de choses, qui refusent les personnes surtout âgées. Mais et puis il est médecin, ne l'oublions pas. Oui. Donc, il sait mieux que d'autres ce qui se passe dans son corps finalement. Tout à fait. Mais là aussi, la mort de Nostradamus, il faudrait qu'elle soit extraordinaire, qu'il aurait prédit, qu'il aurait. Bon, alors c'est vrai que je l'ai pas en tête. Alors c'est plus un 4-1, je crois que c'est un 6-1 parce qu'il a fait aussi des 6-1, c'est-à-dire 6 vers au lieu de 4, qu'on a réunis après, là, qui sont devenus des présages, parce que là on rentre dans des choses plus compliquées. Et dans un 6-1, il aurait expliqué, en tout cas on l'a dit à la suite, là aussi, parce il n'y a aucun texte avant 1566
clairement édité, imprimé ou manuscrit, qui dit Nostradamus va mourir tel jour, telle année, voilà. Après, après, on a rajouté une fois de plus, on a récupéré un de ces 6-1 qui serait là aussi un peu ambigu et qu'on pourrait raccrocher à sa mort. Oui, là c'est un peu trop facile quand même. Ben oui, puis moi je dis, je sais pas, moi il y a un moment, je dis après une vie aussi riche que Nostradamus, et puis surtout le destin qu'il a eu post-mortem, qui meurt à la limite comme chacun d'entre nous, comme la plupart d'entre nous, entouré des siens, je trouve. Alors, il meurt le 2 juillet 1566. Oui. À Salon de Provence. Et on pense que c'est un œdème. Alors je sais pas quels sont ce que vous avez. Je sais pas. Non, là, j'ai pas la fiche technique sur. Non, par exemple, Edgar Leroy, qui est le grand biographe de Nostradamus, qui vivait qui a fait vraiment la meilleure biographie de Nostradamus. Il dit qu'il était atteint de la goutte et d'insuffisance cardiaque et qu'il serait mort. Donc en effet le 2 juillet 1566. D'un œdème dit cardio-pulmonaire. Alors bon, mais oui, donc il meurt. Là, on est tous d'accord. Voilà, là c'est clair. Très bien. Et alors, il a été enseveli donc dans une première tombe. Oui, au couvent des Cordeliers. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que il a été comme ça déménagé? C'est à la Révolution française, je crois que ça s'est passé, c'est ça? Alors, d'abord, ce on oublie on oublie les sépultures, tout ce qui relevait de la mort relevait de la religion. Hein. Exact, voilà. Tout à fait. Donc, comme lui, il avait un certain statut, c'est normal qu'il soit enterré. On enterrait ou à l'extérieur des communautés religieuses ou à l'intérieur. Donc, parce que ça peut nous paraître surprenant, mais c'était tout à fait courant. On peut quand même s'étonner, en effet, vu le côté sulfureux, que tout ça c'est relativement, mais il était devenu le notable de Salon de Provence. Hein. Oui. Il était devenu vraiment la personnalité incontournable. Bref, et lors de la Révolution, donc en effet, sa tombe a été profanée par des révolutionnaires. Il a été enterré dans une église. Hein, oui, voilà, c'est ça. Et donc la tombe est profanée. Et alors là, on a des descriptions de l'époque. Alors toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Moi j'ai énormément dans le Franche-Marin, énormément de textes de cette époque. Alors, je sais plus si c'est 1792, bref. Alors certains le disent, quand on a ouvert la tombe, il était vivant, il continue à écrire ses prophéties. Extraordinaire. Bref, ce qui est sûr, c'est que ceux qui l'ont profané sont morts de mort violente. Ça, c'est attesté. Ah bon? Oui. Alors, il y a eu plusieurs... parce qu'il y a des gens qui travaillent sur des segments très pointus de sa vie, parce que c'est tellement vaste. Et donc ça, on est à peu près sûr, parce que je crois que c'était une bande de révolutionnaires, mais plus proches des pillards que des révolutionnaires, qui parcouraient toute la Provence. Et qui ont fait un coup, sachant que Nostradamus était enterré au couvent des Cordeliers. Et après, je crois que c'est en allant sur Cavaillon, en tout cas, ils meurent, je ne sais plus de quelle façon, mais en tout cas, ils vont disparaître. Et alors, attendez, parce que ça, c'est quand même, ça va participer encore de la légende de Nostradamus. Ceux qui ont profané sa tombe sont morts de mort violente. Oui, ça me rappelle les pyramides. Toutankhamon, oui, voilà, on est dans le même scénario. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que donc la tombe est profanée, que les restes sont plus ou moins dispersés. Que lorsque la révolution s'apaise, je crois que c'est le maire, il y a un maire qui est nommé à Salon, qui rassemble plus ou moins ce qui reste des ossements de Nostradamus, et ils vont être transférés bien plus tard à l'actuelle collégiale Saint-Laurent, dans une chapelle, je ne sais plus laquelle, où vous trouvez une épitaphe. La chapelle Saint-Laurent, la collégiale et la chapelle et l'épitaphe sont en cours de restauration. Donc la question, en effet, de savoir qu'est-ce qui reste en dehors du fémur qui se trouve à Agen. Oui. Qu'est-ce qui reste, voilà. On ne sait pas trop. Ouais. Mais alors, dites-moi, avant de conclure, quand même, j'aimerais qu'on revienne parce qu'on l'a évoqué rapidement. C'est avant sa mort, Michel de Notre-Dame a brûlé sa bibliothèque. Mais
C'est curieux. Non, c'est même avant sa mort. C'est bien avant sa mort. C'est avant la publication de la première édition des prophéties. Ah bon, en 1555 oui, déjà. Voilà. Oui, puisqu'il le dit lui-même dans sa préface à son fils César. J'ai brûlé. Il dit très 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 clairement. Moi, je pense qu'il y avait plusieurs choses. Parce que les livres sont rares à cette époque-là, quand même. Donc, avoir une vraie bibliothèque, c'était une richesse inouïe, surtout pour un intellectuel comme lui, un chercheur comme lui. Oui, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de manuscrits qui provenaient, je pense, de sa famille. Je pense qu'il voulait pas savoir il voulait pas dire quelles ont été ses influences. Et deuxièmement, je pense qu'il avait beaucoup d'écrits qui étaient complètement condamnables par les autorités religieuses de l'époque. Ouais. Donc ça faisait deux raisons importantes pour qu'il fasse disparaître tout ça. Malgré ça, on a quelques vestiges de sa bibliothèque, notamment à Lyon et dans différentes villes de France. Mais c'est vrai que, quant à la bibliothèque, c'est tout à fait normal D'ailleurs, on a des gravures le représentant dans ce qu'on appelle un cabinet de travail. Avant qu'il monte la nuit pour scruter les astres, en tout cas, il se fait représenter dans un cabinet de travail avec autour de lui énormément de livres. Des étagères remplies de livres. Oui. Mais c'est un humaniste classique du XVIe siècle, c'est-à-dire passionné de plein de choses, notamment de choses qui sont interdites par les autorités à la fois politiques et religieuses de l'époque. Et ça s'explique en effet qu'il est détruit, d'une part pour ce que je viens de dire, et deuxièmement peut-être pour pas. Si on savait, on saurait trop les influences, ça réduirait peut-être le personnage et l'intérêt des prophéties, je pense. Parce que là aussi, il y a eu des tonnes et des tonnes d'écrits, de savoir. On a fait des analogies, des textes comparés pour savoir dans quel, notamment un poète latin, un écrivain latin qui s'appelle Jean Blic, qui a écrit un livre sur les mystères égyptiens. Il aurait beaucoup influencé, mais bon, il faut quand même laisser du grain à moudre à nos descendants, pour que Nostradamus, je trouve que j'ai déjà pas mal œuvré pour essayer de le faire connaître, en tout cas d'essayer de rationaliser quelque chose qui est irrationnel, totalement irrationnel pour le commun des mortels. Pensez-vous, pour ma part, je crois que c'est bien parti, que Nostradamus continue à être étudié comme ça encore pendant un siècle ou deux? Moi, je pense que c'est pas un ou deux siècles, ce sera je pense que ça va pas cesser de continuer. Et alors, il y a une chose je sais pas si je l'ai dit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'était un sujet franco-français, par le biais du français, après, j'ai parlé des traductions, notamment avec l'incendie de Londres au XVIIe siècle avec l'Angleterre. Donc après, il y a eu des traductions en italien et en allemand. Et maintenant, moi j'ai vu ça en allant au Japon, le nombre de livres en japonais, c'est hallucinant, quoi. Et alors, c'est vrai que Shoko Asahara et sa référence à Nostradamus, puisqu'il avait publié un livre, Nostradamus 1999. Et donc c'est vrai que ça a encouragé. Alors il y a quelques poches de résistance. Là, j'ai été récemment à Pékin en 2003. Il n'y avait pas encore Nostradamus. Il y a aussi l'Afrique. Ça, c'est intéressant au niveau de la spiritualité. Qui s'intéresse à Nostradamus? Non, qui ne s'intéresse pas à Nostradamus. D'accord. Le Maghreb, oui, via tout ce qui est colonie. Il y a des livres, j'ai des interprétations de Nostradamus qui ont été publiées en Algérie, en Tunisie, en Égypte, etc. C'est extraordinaire. Mais pas l'Afrique. Autrement, alors évidemment, l'Amérique, les Amériques, Nord et Sud, alors là, c'est la folie, l'Australie. Donc on a parlé de toute l'Europe, et bien sûr. Mais il reste en gros quelques poches de résistance. Mais je pense que Pékin, ça devrait basculer. La Chine, en s'ouvrant à nos cultures, c'est ça aussi la mondialisation. Mais l'Afrique, une partie de l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud est encore rétive à l'intérêt pour Nostradamus. Mais pour répondre à votre question, bien sûr, je veux dire, ça ne peut que croître, puisque ça fera partie du corpus littéraire de l'humanité. C'est pas un hasard si c'est un des livres les plus publiés au monde après la Bible, le Coran, etc. Oui, c'est ce que j'ai lu, c'est absolument hallucinant, ça. Oui, après donc, les textes sacrés. Tout à fait. Mais ça devient, je veux pas dire que ça devient un texte sacré, mais pourquoi pas, si ça dans 1000 ans ou 2000 ans, j'en sais rien. C'est comme un peu aujourd'hui les discussions entre la
Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, le Coran, comment dire, ce qu'on a récupéré de part et d'autre, la chronologie exacte. Mais c'est vrai que, alors dire que Nostradamus des prophéties pour devenir un texte sacré, pourquoi pas. Mais ce serait un sacré pied de nez de sa part, quoi. Ah oui, mais en effet, à partir du moment, qu'est-ce qui devient sacré, qu'est-ce qui est fondateur de quelque chose de sacré, c'est aussi la reconnaissance, c'est l'antériorité, c'est les débats des uns et des autres, c'est comment on appelle ça, le lien, la rencontre avec les dates importantes de l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai que Nostra, on a tout ça dedans, hein, tout confondu, quoi. Le nombre de traductions, etc. Ça parle autant aux habitants de Tokyo qu'aux gens de Toulouse, quoi. Je veux dire, alors que les gens de Tokyo, ils lisent pas le français de la Renaissance, quoi. C'est ce que j'expliquais à Shoko Azara. Il n'avait pas compris ça. Je lui dis d'ailleurs, avant de quitter la France, vous devriez acheter un dictionnaire du français de la Renaissance. D'ailleurs, j'ai su qu'il a remis le ciel et la terre pour en acheter un. Il l'a pas trouvé, et donc il est parti. Très très mécontent. Mais le pauvre, après, il est passé à d'autres choses. J'ai dit aux travaux pratiques. Mais ça, je tiens à le dire, hein, parce que Nostradamus, comme ça, c'est pas uniquement chaque année la grande frayeur pour l'année suivante ou l'interrogation, ce qui est normal quand on est un être humain. Mais ça peut être en effet des dérapages très graves, quoi. Michel Chemara, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux livres qui vous semblent être importants pour comprendre Nostradamus? Moi je dirais, tout à l'heure j'ai parlé de la vie. Je pense que la meilleure biographie c'est Edgar Leroy, donc son Nostradamus, qui a été publié à Saint-Rémy-de-Provence, et en plus un enfant de Saint-Rémy-de-Provence qui a vraiment remis des tonnes d'archives et qui vraiment a fait le meilleur travail. Edgar Leroy, donc. Edgar Leroy, L-E-R-O-Y. Autrement, alors quand moi je pense, vous avez un Nostradamus dans la collection découverte de Gallimard, qui est un très bon digeste et qui reprend notamment par l'image, grâce d'ailleurs au Fonds Chomara, puisque une grande partie de ce volume a été illustré par de l'iconographie qui provient de mon fonds. Sinon, moi je dis toujours, il faut lire Nostradamus dans le texte. Et à part moi, puisque je suis éditeur, j'ai publié par exemple les éditions 455, 457 incomplètes, mais du vivant, qui sont épuisées. Et là, j'ai publié l'édition 468, d'après mon exemplaire d'ailleurs de la Bibliothèque de Lyon. Et on trouve ça à mes éditions Michel Chomara. Donc c'est l'édition des prophéties de 468. Voilà. Avec ces trois choses, à mon avis, après on a l'essentiel, quoi. Oui. Michel Chemara, édition Michel Chemara, hein, oui, c'est ça? À Lyon. D'accord, donc on peut aller chez son libraire favori. Oui, tout à fait. Et lui demander ça, hein? Parfait. Mais écoutez, Michel Chemara, vraiment merci. J'ai été ravi de passer ce long moment avec vous et en compagnie de Nostradamus. Ça a été vraiment un vrai plaisir de pouvoir découvrir les facettes exceptionnelles de cet homme qui est mort en 1566 et qui fait que on parle de lui encore avec passion en 2006, bientôt 2007. C'est dire l'aura de ce personnage. Merci beaucoup, Michel Chemara. Merci à vous. Et à très bientôt. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange.
Il est l'heure de se quitter. Nous nous retrouverons, c'est le seul moment de l'année où on peut le dire, l'année prochaine, en 2007. C'est donc le week-end prochain que je vous présenterai au nom de toute mon équipe nos vœux pour l'année qui va arriver. On se retrouvera avec énormément de très beaux sujets. Nous parlerons d'astrologie, nous parlerons également de sujets plus inquiétants comme le satanisme. Nous reviendrons sur vos témoignages, bien entendu. Nous parlerons de télépathie, de voyance, de sortie hors du corps encore. Enfin bref, plein de sujets concernant le paranormal ou les mystères historiques qui seront passionnants. Passez de très bons réveillons. Soyez prudents si vous prenez la route. Et puis rendez-vous le week-end prochain. Vous avez Sud Radio qui vous accompagne avec les rediffs tout au long de la nuit. Et passez une excellente fête et on se retrouvera l'année prochaine.